C'est parti. Bonjour à tous. Et à toutes. Et à toutes. Excusez-moi. Nous, on va vous présenter un petit sujet sur les QR codes. Donc, initialement, c'est plus de la curiosité. Nous, on voulait savoir comment ça fonctionnait, tout ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de le faire nous-mêmes pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, moi, c'est Sébastien Scheder. Je suis développeur TypeScript chez OnePoint. J'adore typer tout ce qui passe. Et je suis dans l'équipe Wages, qui est un logiciel de paye. Et moi, c'est Benoît. Je travaille chez OVH. Je suis développeur Go. Et je fais des noms de domaine. Et j'aime beaucoup aussi le typage, mais pas que. Toi plus, ouais. Moi plus. Ouais. Alors pourquoi on vous parle de tout ça? Comme Sébastien l'a un petit peu évoqué, les QR codes, il y en a partout. Il y en a même sur votre badge là, vous avez vu. Alors gardez-le sous les yeux parce que ça va vous permettre d'illustrer pas mal de concepts qu'on va développer aujourd'hui. Ces QR codes, ils sont partout et en fait, nous, ça nous pose question. On est des scientifiques, on n'aime pas la magie et on se dit comment ça marche. Et le meilleur moyen de savoir comment ça marche, on le sait, c'est de recoder un truc. Donc, on va essayer de faire ça avec vous ce matin. On a 2 heures pour coder de A à Z un lecteur de QR code. Alors, ce qui est cool avec les QR codes, c'est pourquoi c'est aussi diffusé, c'est que c'est un moyen hyper robuste d'encoder des données. Vous voyez, vous pouvez mettre votre QR code dans n'importe quelle position, même de loin des fois, même avec des cases masquées, ça va marcher. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce concept-là. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plusieurs aspects. On va faire tout un pan computer vision en s'appuyant sur OpenCV, qui est une bibliothèque de vision par ordinateur. On va regarder ensuite comment c'est fichu à l'intérieur de ce code, et puis on va faire un petit peu de théorie de la correction d'erreurs aussi. Bon, il nous reste 117 minutes. Allons-y. Voilà, donc tout ça, c'est un live coding. Donc on va coder devant vous. On va essayer. Alors, on a des anti-sèches, mais peut-être que des fois on ratera un peu. Est-ce qu'on leur donne le repo tout de suite? Non. En fait, comme on vous a pas donné le repo. Non, en fait, on a une base de code on part pas de zéro complètement, donc vous aurez du mal à reproduire le truc chez vous. Enfin, en tout cas pas en live. Vous pourrez le faire après. On a un repo. Si vous partez de notre repo, il y a tous les éléments, tout est codé dedans. Là, on va faire de A à Z, mais on a quand même pas mal de fonctions helper pour éviter de coder les parties un peu laborieuses. Alors, de quoi on part? Je ne vais pas parler du langage Go. Si vous avez des questions, vous les poserez en live, mais c'est pas ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est un langage qui se lit bien. Normalement, on n'aura pas besoin d'entrer dans le détail. Ah oui, tiens, tu peux remettre un petit coup de plus là? Un petit coup de plus. Parce que je sais pas si on voit bien. Ouais, je pense que c'est un peu petit, non? Pour au fond. Ouais. Alors par contre, on voit plus rien là. Hein. Ouais. Hop. Alors, on va partir d'une fonction main qui fait tout un bazar en se basant sur OpenCV. On va faire beaucoup de choses avec OpenCV. On s'en sert notamment pour faire la capture vidéo. Donc, on récupère notre webcam. On fait 2-3 petites allocations. Je rentre pas dans le détail. Et ensuite, on a une boucle infinie ici. Tiens, c'est quoi ça? Là, tu as bouffé ton... Ok. On a une boucle infinie qui va lire une image dans la webcam. Alors, c'est une lib OpenCV, c'est une libc, et là, on utilise des bindings. Donc, forcément, on va retrouver pas mal d'éléments du C, c'est-à-dire, on va pas récupérer des valeurs en retour, on va juste passer des références qui vont être modifiées par effet de bord par les fonctions. C'est plus très moderne tout ça, mais bon, on va faire avec. On va vérifier. On a une fonction scanCon qu'on va remplir, qui est vide pour l'instant, qui va prendre notre image et vérifier si on n'a pas par hasard un code valide à l'intérieur et le message associé. Et si oui, déjà on va afficher notre image pour avoir un retour dans la fenêtre, et on va afficher, si on a trouvé quelque chose, on va afficher le QR code qu'on a reçu. Donc je vous montre. Alors la scancode elle fait rien, elle est vide la fonction. Voilà. Ça, c'est juste pour mettre en évidence le code quand on l'a trouvé. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça fait. Hop. Donc, on a notre petit visuel qui s'ouvre là, dans lequel on va pouvoir... On voit plein de Benoît là, c'est cool. Donc voilà, vous voyez, j'ai ma petite image, tout marche bien. Si je passe mon QR code, il se passe rien, mais c'est normal, j'ai rien fait. D'accord? Je le mets bien, hop.
Voilà. Alors allons-y. Donc là, le but du jeu, ça va être d'essayer de trouver où est-ce qu'il est, ce QR code, et d'essayer de le décoder. Alors on va voir ce qu'il y a dans GoCV, parce qu'il y a un truc qui est assez cool, c'est qu'en fait, il y a déjà des trucs avec des QR codes. Il y a des QR code détecteurs. Donc on va s'aider un petit peu de ça. On va en créer un. Donc QR code. Hop, je crée mon QR code détecteur. Et qu'est-ce qu'il sait faire, lui? Il sait faire des trucs. Detect and decode. Detect and decode, ça a l'air pas mal. Ouais, on va faire ça. Alors, il lui faut un input. Tiens, je ne vous ai pas parlé de ça. Tiens, les GoCV Math, ça, c'est vraiment la structure de données typique d'OpenCV. Donc, Math, comme son nom l'indique, c'est une matrice. C'est une matrice multidimensionnelle dans laquelle on va mettre des vecteurs. Un vecteur étant lui-même un élément multidimensionnel. Typiquement, ça va servir à représenter les images. Une image, c'est une matrice à 2 dimensions dont chaque élément est un vecteur à 3 canaux qui sont les valeurs RGB. D'accord? Et ça, vous le voyez ici. J'ai logué, c'est ce qui a été logué là. En fait, mon image, c'est une matrice de 640 par 480 dont les éléments sont des 8U, ça veut dire des entiers non signés sur 8 bits, donc des octets, à 3 canaux. C3, RGB. D'accord? Alors, pour les images, c'est assez naturel, mais en fait, ce qui peut être assez pénible quand vous manipulez OpenCV, c'est que la matrice, ça va servir à plein de trucs, en fait. On va mettre plein de choses dedans. Par exemple, mes vecteurs, des fois, ça va être des nombres complexes, parce qu'on va faire de la multiplication de matrices avec des complexes. Ça va être... ça peut être juste des entiers classiques, d'ailleurs. Ça peut être des points avec 2 coordonnées. Enfin, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. C'est hyper souple comme structure, et moi, je trouve un peu trop. Par contre, c'est hyper puissant. Donc, tout ça pour dire qu'on avait besoin d'une matrice. Donc, c'est notre image, on lui donne notre image à l'entrée. Après, je ne sais plus ce qu'il veut, mais il va me dire. Une liste de points, ça, ça va être les coordonnées des coins du QR code qu'il aura détecté. Je les ai déjà initialisés. Et un truc pour redresser, ça, on n'en a pas forcément besoin, on va lui mettre ça. Tac. Et ça nous retourne une string. Hop, je vous montre, voilà, c'est le string à la fin, vous ne voyez pas, il est là, tac, qu'on va mettre dans un message. Et on va dire que si on a un message qui n'est pas vide, on a trouvé notre code. Allez, on va faire un truc aussi simple que ça. Hop. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe. Ça compile, ça se lance, c'est pas mal ça. Attends, on va grandir un peu le truc. Voilà. Alors, vas-y, scan. On va voir s'il arrive à faire quelque chose. Ah, il a trouvé un truc. Donc, il l'a trouvé, et il m'a même dit, oh, j'ai un message. Et j'ai un message qui me dit, tiens, c'est terminé. Et voilà. Voilà. On est bien? Merci. Bon appétit. Moi, je suis content parce que, honnêtement, c'est la première fois qu'on le fait. Ouais, je n'étais pas hyper confiant sur le fait d'y arriver en 2 heures. Donc, on a pris de la marge. On va pouvoir aller manger, si ça vous dit, avec 1h50 d'avance. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Si, quand même. Alors, pardon. Donc en fait, voilà, c'était intéressant, mais nous, on avait prévu de rentrer dans l'interactif, c'est-à-dire de vraiment comprendre ce que faisait chaque élément du QR code. Ah. Et là, on n'a rien compris, en fait. Donc, ça marche. Voilà. Donc, ce qu'on va faire... Marche. Oui, ça marche, mais bon... Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on a plusieurs parties. Donc, comme vous allez voir, on a 3 grandes parties. Donc, on a voulu que cette présentation soit un peu... que vous soyez un peu libre. Donc on a essayé de vous mettre un peu des timecodes sur à peu près où est-ce qu'on pense en être. Donc là on est à 1h15. Alors on n'est pas encore à 1h15. 10h15. On est à 10h15. On est à 10h15. Et donc on compte parler de la première partie, donc tout ce qui est détection jusqu'à à peu près 11h. Donc ça va surtout être un peu comme on a vu là, de la manipulation de la librairie OpenCV, pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc ça va être, il y aura des pointeurs, des choses comme ça, des structures de matrices, pour que, voilà, si vous avez besoin de travailler avec cette librairie, vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on aura une deuxième partie, qui sera plus courte, qui concernera l'extraction. Donc, à la fin de la première partie, normalement, on a une grille de bits, une grille remplie de 0 et de 1, comme on a montré là.
Et à partir de cette grille de bits, on va essayer d'extraire les informations qui sont dans le QR code. Donc ça, c'est la partie que vous pourrez faire très visuellement sur votre QR code. Donc ça va être extraire tous les éléments de structure qui sont les marqueurs d'alignement, mais aussi l'encodage, la correction d'erreurs, et ce genre de choses. Et enfin, on aura une troisième partie. Donc à la fin de cette opération, normalement, on aura une suite de bits, qui est le message qui est encodé dans le QR code. Cette suite de bits, c'est toujours pas suffisant pour lire le message. Donc c'est la troisième partie, le décodage de cette suite de bits. Dans cette partie, on va donc corriger les erreurs qu'il pourrait y avoir là-dedans et essayer de lire le message qui peut être encodé suivant divers formats. Et après, on va vraiment manger. On a essayé de mettre aussi dans cette présentation la difficulté un petit peu des parties. Donc en vert, c'est des parties qui sont très simples. Normalement, ça devrait se comprendre assez simplement. En jaune, ça va être moyennement. En rouge, c'est des parties qui sont vraiment compliquées. Donc on va utiliser des librairies externes parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail. En particulier sur la correction d'erreurs, c'est des maths très très compliquées. Mais on va quand même essayer de donner quelques petits éléments qui permettront de comprendre un peu l'idée des choses sans aller forcément dans l'implémentation algorithmique elle-même. Donc voilà, on a toutes ces parties-là et on intercale de parties de code à chaque fois. C'est ça. Alors, un truc important, c'est que vous avez une frise en bas avec les heures. Donc là, on est un tout petit peu en avance, mais on meuble pour arriver à l'heure parce qu'il faut pas, faut quand même être régulier. Ça veut dire que si jamais la partie OpenCV, c'est vraiment pas votre truc, ça vous intéresse pas, allez voir autre chose, allez voir les stands et vous revenez à 11 heures. Sentez-vous libre d'aller venir, juste faites pas de bruit, faites attention au siège qui claque, mais nous, ça ne posera aucun problème. On a fait en sorte que justement à 11h, ce soit la fin d'un créneau, si jamais vous voulez reprendre le train en marche, n'hésitez pas. 11h30, on est plus en milieu de créneau. La partie purement construction du QR code, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont les deux dernières, surtout la centrale d'ailleurs. La dernière, elle est peut-être un peu plus naturelle. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. On ne sera pas vexé si vous en allez, on sera très content si vous revenez, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à poser des questions pendant la presse. On a du temps, on va essayer de faire en sorte que ce soit interactif. On a le live coding qui sert aussi à ça. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur le langage, sur les libs, sur ce qu'on fait, s'il y a un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas. On répétera pour l'enregistrement parce qu'on ne va pas vous embêter avec un micro sur cette partie-là. Voilà, on est parti ? Ouais, on a 2 minutes d'avance. Allez, c'est parti. Ah bah ouais, mais là, on va jamais tenir. Donc la première partie, c'est la localisation du QR code. Alors, comme vous pouvez le voir, si on lance... Attends, on va le lancer. On va lancer. Si on lance le code ici, là, du coup, on a une image. Et avec cette image, on n'a pas vraiment le QR code pour le moment. Donc en fait, dans cette image, il va falloir qu'on soit capable de localiser à quel endroit on a un QR code. Donc pour faire cette localisation, on va se reposer sur les marqueurs d'alignement. Donc il y en a 3 marqueurs d'alignement qui sont bien connus, tout le monde les connaît, ces marqueurs-là, sur les QR codes, un en bas à gauche, un en haut à gauche, un en haut à droite. Donc ils ont toujours la même taille en nombre de pixels, ils font 7 pixels, donc avec un grand carré de 7 pixels et un carré plein de 3 sur 3 à l'intérieur. Ce qu'on connaît moins, alors peut-être que vous êtes déjà posé la question, parce que on voit souvent cet élément, ce petit marqueur d'alignement qui est en bas à droite, et celui-là, parfois on le voit dans un QR code, on fait tiens c'est marrant, il y a eu un coup de chance dans le QR code, on a vu un joli carré. Bon c'est pas un coup de chance, c'est des marqueurs d'alignement qui servent justement à notre scanner de QR code à se réaligner, en particulier sur les QR codes de grande dimension. Sur un petit comme ça, il n'y en aurait pas forcément besoin. Sur celui-là, c'est déjà un peu plus sympa de les avoir. Donc, comme vous voyez, sur un grand QR code comme ça, on va avoir des marqueurs d'alignement qui vont être répétés de façon très très régulière. Donc, on a une structure. Donc, le premier en bas à droite, il est toujours positionné au même endroit par rapport au bas à droite. Et ensuite, ils ont un écartement qui est régulier et ça nous fait une belle grille qui nous permet de se réaligner. Donc, en fait, on va se poser sur ces éléments-là pour localiser un QR code dans notre image, sachant que il peut être penché, il peut y avoir des rotations, il peut y avoir des distorsions, ensuite il peut ne pas être très droit en fonction de la caméra.
Et donc, je vais te laisser travailler. Alors, tu as tout dit, hein. Pour pas que ce soit trop laborieux, détecter des marqueurs comme ça dans une image, on a plein d'idées pour le faire, mais alors par contre, au niveau code, ça va être infâme. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous a montré OpenCV tout à l'heure, et en particulier le QR code détecteur. Alors juste, on va se remettre sur nos pattes. On va peut-être pas aller aussi loin que tout à l'heure, mais on va quand même s'appuyer sur une fonction OpenCV. Qui va nous donner directement où sont les coins, en fait. Donc là, je reprends du code, il y a un peu plus... là, on a tout un squelette que j'avais pas tout à l'heure, mais sinon, l'idée, c'est la même. Hein. J'ai mon main, j'ai mon scan code avec du code commenté qu'on va décommenter au fur et à mesure. Alors le code commenté, ouais. C'est du code qui... C'est pas le code qu'on va écrire qui est commenté, c'est du code qui appelle les fonctions qu'on va appeler, qu'on va écrire, et donc du coup on l'a commenté parce que pour le moment il plante, vu que les variables ne sont pas initialisées, mais il va quand même falloir remplir. C'est pas juste décommenter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un detect. On ne va pas faire le detect and decode comme tout à l'heure, qui marchait très bien. Hein. Si un jour vous avez besoin de faire un vrai lecteur de QR code dans la vraie vie, ne faites pas ce qu'on fait là, hein. Utilisez le detect and decode. Ça marche très bien. Hop, je lui redonne mon image, je lui redonne ma liste de points, qui est, elle, par contre, un pointeur, parce qu'il va les initialiser. Et en réponse de ce truc-là, je reçois un booléen. Un booléen, ben, c'est le fameux truc qui dit « est-ce que j'ai trouvé ?» Alors en Go, on aime bien faire des early return, donc si jamais j'ai pas trouvé, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin et je retourne quoi? Je sais plus ce qu'on retourne. On retourne l'image. Le fait que j'ai pas trouvé, donc false. Et le message, ben, il n'y a pas de message. Voilà. Bon, ben, allons-y. On va mettre ça en grand. Voilà, donc là, on Ah Bon, ça marche bien, hein. On a détecté donc un QR code là à chaque fois. Oh. Alors, tu trouves? Ah bah, avant c'était mieux, mais là on fait plus nous-mêmes déjà. Mais en fait, est-ce que moi ça marche? Parce que là il fait n'importe quoi, mais est-ce que moi si je leur mets quand même. Quand même. Ok. Donc il y a beaucoup de faux positifs, mais il fait des trucs qui n'ont pas l'air complètement absurdes non plus. Hop. Voilà. Bon, bah, on a qu'à retirer les faux positifs. On va peut-être faire ça. J'ai une tête de QR code. Ok. On va retirer les faux positifs. Alors, on va faire un truc très bête, hein, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter. On va appeler une fonction qu'on a remplie, qu'on a déjà faite, que je vais vous montrer après, qui va juste être un validate square. Donc, je lui donne mes points. La largeur et la hauteur de l'image, ça c'est juste pour lui donner un peu de flexibilité. Tac. Ce truc-là, je vais rentrer dedans, on va finir le code après. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une fonction très très bête qui vérifie que j'ai bien 4 points, parce que vous avez vu à un moment il y avait un triangle. Un QR code sous forme de triangle, c'est bof. On vérifie qu'on n'a pas aussi des coordonnées qui sont en dehors du cadre. Parce que ça arrive aussi. Le detect, des fois, il me donne des coordonnées qui sont en dehors. Donc, s'il y en a qui sont dehors, on s'arrête. Et on vérifie très bêtement qu'on a presque un carré. Presque un carré, ça veut dire mes X qui sont alignés à gauche, à droite, mes Y qui sont à peu près alignés à gauche, à droite, avec une marge de tolérance qui est 1/12 de la hauteur. Donc, en gros, je pourrais incliner un peu, mais pas trop, quoi. On a une question. Il y avait une question. On a 2 questions. Alors la question c'est est-ce qu'un QR code est forcément carré? Oui. En tout cas, selon les règles qu'on vous présente là, oui. Après, on peut imaginer d'autres motifs bidimensionnels, mais qui seront plus propriétaires, qui encoderont l'information de façon différente. Mais un QR code, oui, il est forcément carré. Oui, parce qu'il faut savoir que les QR codes qu'on vous présente là, c'est le standard, mais il y a des formats propriétaires. Par exemple, la SNCF utilise un format AE, que du coup, ça ne marchera pas. Le QR code. Oui. Est-ce qu'il y a une définition de la norme de QR code? Ah oui, pardon. Excuse-moi. Je n'ai pas répété la question. Il a répété la question. Oui, c'est formalisé. Alors, est-ce que c'est formalisé sous forme de RFC? Ou est-ce que c'est juste... ou du norme ISO, je ne sais pas. Une norme... On n'a pas regardé.
Bref. Il y avait une autre question là. Ah, il y en a encore. Bah, allez-y, très bien. Tu valides que c'est vraiment un carré, tu réduis la capacité à détecter des choses qui seraient un peu en biais, par exemple. Voilà, donc la question c'est en vérifiant que c'est un carré, ben, on va se bloquer sur certains formats, typiquement les losanges. Oui, si le truc il est trop en biais, ça va pas marcher. On va expérimenter, on va voir à quel point ça nous bride. Et pareil, s'il est incliné avec trop de perspective. Ceci dit, on vous présente après comment redresser la perspective, malgré le fait qu'ici on a viré ce qui était trop tordu. Alors, mon validated square, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie encore un booléen, c'est pour dire est-ce que c'est vraiment un carré ou pas. Bah, je fais pareil, je remets à jour mon found et je refais mon petit early return. Voilà, hop, et allons-y. On va mettre en grand. Voilà, donc là déjà, j'ai plus une tête de QR code. J'ai bien été... et là, on voit, il n'y a rien qui clignote. Hein. Donc les faux positifs, a priori, il n'y en a plus trop. Si je lui passe un vrai code, ah, il le trouve. Et là, il est un peu tordu. Hein. Il est presque carré, mais il n'est pas complètement carré. Je peux le mettre parfaitement en face. Tac. Je peux le décaler un peu. Sous forme de trapèze, normalement, ça doit marcher. Voilà. Par contre, si je le mets en losange, là, il ne le trouvera pas. Ça, forcément, c'est parce que mes règles sont un peu strictes, un peu naïves, un peu bêtes. On pourrait très certainement les assouplir. On n'est pas là pour faire un lecteur de code super robuste. On est là juste pour faire quelque chose qui marchote. Et l'image freeze à chaque fois 3 secondes à peu près, parce qu'on a mis un freeze, histoire d'avoir le temps de voir ce qui a été détecté. C'est pour ça. Oui, c'est pas un bug, c'est une feature. C'est totalement voulu. Si, c'est vrai. Je pense qu'on peut considérer qu'on sait détecter l'emplacement de notre QR code. Ouais, là on peut dire que voilà, on a notre QR code, donc on sait, on a les 4 coins de l'image, donc on a les 4 coins du QR code dans notre image. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est, avant d'aller lire les bits là-dedans, redresser l'image. Et alors là, ça va être rigolo. Pourquoi je l'ai mis en vert déjà? On va faire un peu les maths. Parce que pour toi, c'est facile. Ouais, non, c'est pas vrai. Donc on va faire un peu des maths. Alors, en mathématiques, donc là, on est sur des images. Pour transformer une image en une autre, on peut appliquer des transformations qui vont être des multiplications de matrices. Donc je vais essayer de rentrer un petit peu rapidement, de vous donner l'idée de ce que ça représente. Donc ici, on a, donc à gauche, on a une flèche bleue. Donc c'est les coordonnées d'un point. C'est le bout de la flèche qui compte, mais on peut considérer que c'est la flèche qu'on veut transformer, qui est représentée dans un repère. Donc le repère, ça va être le vecteur rouge et le vecteur vert. Et donc ici, la flèche bleue, c'est 2 fois le vecteur vert plus 3 fois le vecteur rouge. Et si on veut appliquer une transformation de cette image, on peut décider de dire, alors, dans ma nouvelle image, le vecteur rouge, je veux qu'il soit à telle coordonnée, le vecteur vert, je veux qu'il soit à telle autre coordonnée, et le vecteur bleu suivra si on garde le fait que le vecteur bleu doit toujours être égal à 2 vecteurs verts plus un vecteur rouge. Donc là, ce qu'on a vu dans la transformation, c'est qu'on a dit, bon, ok, on a transformé le vecteur rouge, on transforme le vecteur vert, et le vecteur bleu va suivre. Alors évidemment, si j'ai d'autres vecteurs, là j'ai rajouté des petits vecteurs orange, ils vont suivre de la même manière et appliquer la même transformation. Et si on fait ça sur l'ensemble des points d'une image, et ben, du coup on va pouvoir avoir une transformation de toute l'image. Cette transformation, ça va nous permettre de faire des rotations, ça va nous permettre de faire des translations. Alors des translations, pas exactement, il faudrait rajouter une autre matrice, mais on va dire grosso modo, et ça va nous permettre d'appliquer une certaine transformation, certaines déformations. Alors, les règles de la déformation, c'est qu'il faut que 2 droites parallèles sur la première image restent parallèles sur la deuxième. Comme vous avez vu, là, on a des droites parallèles, en haut et en bas, et sur les côtés, et elles sont toujours parallèles une fois que c'est transformé. On va voir que ça ne va pas forcément nous suffire. Donc, mathématiquement, on va peut-être passer là-dessus, mais ça se représente par tout un tas de formules. On parle du fait que le vecteur bleu, c'est 3 fois le vecteur rouge plus 2 fois le vecteur vert. On a notre nouveau vecteur rouge qu'on peut représenter en fonction des coordonnées de l'ancien. Donc par exemple, là, ça fait environ 0,7 fois le vert. Donc le nouveau vecteur rouge, il est là. Ça fait, il est un peu plus court, donc 0,7 fois le vert, et puis 0,7 fois le rouge, puis 0,5 fois le vert, parce qu'il descend un petit peu, bon. Le nouveau vecteur vert, c'est à peu près ces coordonnées-là, hein, c'est à la louche. Et donc du coup, le nouveau vecteur bleu, c'est égal à 3 fois le nouveau vecteur rouge,
plus 2 fois le nouveau vecteur vert, comme la formule initiale. Donc après, bon, ça fait des trucs un peu calculatoires, mais ça nous donne les coordonnées du nouveau point qu'on veut obtenir. Alors ça, ça peut se représenter par une multiplication. Donc notre vecteur, il peut être multiplié par une matrice de 2, donc 2 vecteurs à 2 dimensions, qui sont en fait ces vecteurs-là, c'est les vecteurs des nouvelles coordonnées. Ici, on a de la perspective. Donc en fait, si on a la perspective, c'est qu'on va faire exactement la même transformation que celle que je viens de vous présenter, mais en 3 dimensions. Donc cette fois-ci, on va avoir 3 vecteurs qui vont définir notre base, et ça va être la multiplication par une matrice 3-3. Donc ça nous permet d'avoir ce genre de transformation, où on a une image qui est vue sous un certain angle, et quand on la regarde sous un autre angle, eh ben, des droites qui peuvent être parallèles sur une première image vont converger à l'infini, donc elles vont plus du tout être parallèles, voire parfois elles vont converger à moins que l'infini, pour appliquer une perspective. Alors, si on avait un nuage de points en 3 dimensions qu'on voulait transformer avec une rotation, avec des étirements et tout ça, on pourrait faire une multiplication par une matrice 3-3. Sauf qu'ici, on a une image en 2 dimensions, qui est la projection d'une image en 3 dimensions. Donc, pour faire toutes ces opérations, il faudrait qu'on recalcule plus ou moins un point de vue, qu'on applique la transformation et qu'on recalcule une projection pour avoir l'image finale. Donc ça, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué, et c'est pour ça qu'on va réutiliser OpenCV. Mais ça dépend, moi je peux écrire ce que tu me dictes, parce que je crois que tu es le seul à avoir compris. Donc, Je suis vraiment le seul à avoir compris? Non, ça va. Donc c'est juste pour vous expliquer que dans la fonction qu'on va passer à OpenCV, il y a une matrice 3-3 à un moment, qu'on va calculer, avec une fonction utilitaire, et c'est pour que vous essayiez d'avoir un peu l'intuition de pourquoi on a une matrice 3-3 dans des transformations en 2 dimensions, parce que ça peut paraître un peu déroutant dans un premier temps. Eh ben vas-y, fais-nous ça. Ouais, alors c'était très intéressant tout ça, tu as juste oublié de dire pourquoi on le faisait. Ah oui, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait mon code là, qui arrive tout tordu dans mon image, donc c'est un trapèze vaguement déformé en général, et ben moi ce que je voudrais c'est à la fin avoir un carré pour être capable de parcourir les points. Donc ce qu'on veut c'est faire en fait exactement l'inverse de la petite maison là qui est belle parallèle, qu'on va déformer, c'est que moi j'ai déjà mon truc déformé et je veux le redresser pour être capable de le parcourir ensuite assez facilement. Hop. Ah oui non, je vais trop vite. Hop, c'est là. Ah oui, tu vas beaucoup trop vite là. Donc allons-y. On va faire ce qu'on a appelé un mini-code. Donc l'idée c'est on va afficher le QR code redressé dans le coin en haut à gauche de notre image. C'est bien, en plus ça va nous permettre de valider qu'on a reconnu un truc qui tient à peu près la route. Celui-là non, par contre c'est trop tôt. Et donc lui, voilà. Voilà, donc on va appeler cette fonction-là qui ne fait rien, qu'il va falloir remplir. Donc Sébastien, c'est quoi ma matrice? Alors c'est bon, AX plus B multiplié. Alors on a une perspective, on a dit, perspective, on a plein de trucs, et on a le warp perspective qui va nous appliquer la déformation en perspective dont on en va avoir besoin. Bon, ben, ça, ma source, c'est toujours pareil, c'est mon image. La destination, non, je vais créer une sous-image que je vais appeler minicode, dont je vais me servir plus tard. Je ne sais plus si c'est un pointeur ou pas, on verra après. M, c'est la déformation, la transformation. Donc, hop, transforme, et la taille de l'objet déformé, la taille finale. Bon, on va remplir ces éléments les uns après les autres. Mon minicode, j'ai besoin que ce soit le coin en haut à gauche de mon image. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon image et je vais extraire une région qui est définie par un rectangle. Vous voyez, c'est encore un type différent. Là, on est dans le type image.rectangle. Donc image, c'est dans la lib standard Go. Il y a beaucoup de trucs qui se mélangent quand même. C'est un peu... Alors, hop, image. Alors qu'à chaque fois, c'est des matrices. Rect. Donc les coordonnées de mon rectangle, 0, 0, et j'ai des constantes pour la taille du truc. Je crois que c'est 200, 200 pour vous donner une idée. Donc sur mon 640 par 480, on le verra bien. Tac. Ok, donc mon mini-code, c'est bon. J'ai pris le coin en haut à gauche de l'image. Qu'il faut voir, quand je sélectionne une région comme ça, ça veut dire que j'ai
isoler un bout de mon image, mais par contre c'est le même support physique. Si j'écris dans mon minicode, ça va écrire dans mon image aussi. Les points sont partagés. La size, on va faire la même, c'est un point qui fait du coup 8. Tiens, j'ai oublié de mettre les -1 là-haut, je crois. Je vais le mettre. Puisque les coordonnées dans l'image, c'est la même chose que dans un tableau, ça démarre à 0. Donc la dernière coordonnée, c'est -1. Voilà. Il n'est pas content parce que c'est peut-être un pointeur, c'est ça, il lui fallait un pointeur. Et on va lui retourner d'ailleurs ce truc-là, minicode. Moi qui me régule. Ah ouais, non, un copier-coller. Bon, il n'y a plus qu'à faire la matrice de transformation. Alors, d'ailleurs, sur la matrice de transformation, j'ai oublié de dire un truc. On peut définir cette matrice de transformation. Donc, au début, je vous ai montré en 2 dimensions avec 2 vecteurs. Mais 2 vecteurs en 2 dimensions, ça peut aussi être 3 points. Si on considère qu'ils ont la même origine, donc ça va un point, un autre point. Et en 3 dimensions, 3 vecteurs, on peut considérer que c'est 4 points. Donc, en fait, on peut calculer cette matrice de transformation à partir de 4 points de référence et en décidant vers où on veut les envoyer. Ah bah ça tombe bien, on a 4 points, dis donc. Voilà. C'est pratique. C'est cool. Mais ce qui est important à voir, c'est qu'en fait, mes 4 coins là, si j'avais que 3 points, je ne pourrais pas de façon précise savoir comment les réagencer pour faire un carré, en fait, ça n'aurait pas de sens. Là j'ai un carré, bah, je veux refaire un carré, c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est normal. Alors, quand même, on va se faciliter là aussi la tâche. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai tapé mon perspective, mais OpenCV, il est cool, il nous calcule lui-même les matrices. Ça, c'est sympa. Je lui donne un... Alors là, maintenant, l'objet qu'on manipule, là, c'est un vecteur de points. Donc un point, c'est XY, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et là, on est sur un tableau de points. Donc il va falloir en fournir 4 points, source, destination. Et lui, il va calculer tout seul, résoudre les équations tout seul pour calculer la matrice nécessaire pour ensuite appliquer ma transformation. Alors, on a un origine vector et un destination vector qu'on va initialiser. Donc c'est quand même hyper puissant comme outil, c'est juste que voilà, au début on peut galérer un peu à gérer les différents types, mais par contre on peut tout faire. Je ne sais plus comment on fait ce truc. Donc là, GoCV, en fait, c'est une implémentation d'OpenCV en Go, donc c'est du C derrière, et OpenCV, ça veut dire Open Computer Vision. Donc c'est une librairie qui nous permet justement de faire tout ce type de transformation, de détection, et tout ça. Donc j'ai un constructeur qui est pratique, c'est le New Point Vector from Points. Donc je lui donne un tableau de points, mon paramètre en entrée, là, qui est un tableau de points, et il est capable de le transformer dans la structure interne de GoCV, d'OpenCV, le point vector. Ça c'est pratique. On va faire pareil pour le destination, même si là on ne dispose pas des points de destination, mais on va les construire. Hop, il est où? Il est là. Et donc on va faire un tableau. Donc après, ces fonctions-là, ça transforme simplement un tableau en vecteur. Puisque c'est un tableau de points en vecteur de points. Alors, hop, on a du coup notre premier point 0, 0, tout en haut à gauche. C'est là où on veut aller. Deuxième point, on va aller toujours en haut mais à droite. On va descendre. Donc ça, c'est les dimensions qu'on s'est fixées initialement, donc 200 par 200. Et le dernier point, hop, on revient à gauche, mais on est en bas. Alors la deuxième ligne, c'est L, ça. Même si c'est la même valeur dans les deux cas. Là. Oui, c'est bien aussi, ouais. C'est bien ici. Par contre, pas vous. Ok, donc là, j'ai plus d'erreur de compilation, j'ai créé ma matrice de transformation, j'extrais ma région de l'image, je fais ma perspective dessus, je retourne mon truc, qui derrière arrive dans le main. J'en fais rien, mais en fait, comme j'ai modifié l'image, on devrait voir quand même la différence. Allons-y. C'est pas le bon... Voilà, tac. Donc je passe mon code. Oh là, c'est flou. Ouais, alors c'est un peu flou. Ouais. Mais ça marche. Et voilà. Et là, on a un truc qui est pas mal. Mais alors tourne-le quand même. Alors,
il y a un petit glitch là, mais c'est pas grave. Donc c'est bien. Et vous avez vu, en fait, du coup, j'ai un superbe QR code qui est là. Et comme tu dis, on va le tourner. Ça, c'est un truc qui est assez cool. Tac. Voilà. Mon marqueur d'alignement, il est toujours en bas à droite. Une rotation. Si je retourne, il est robuste quand même, le détecteur. Il est toujours en bas à droite. Et alors ça, c'est merci le OpenCV QR code detector.detect parce qu'il détecte les points toujours dans le même ordre. Donc moi, à partir du moment où je fais mon warp perspective, il m'aura fait la bonne rotation en plus dans ces calculs. Et quoi qu'il arrive, j'aurai à la fin un QR code qui sera redressé, super bien placé, beaucoup plus facile à analyser. Alors, vous voyez qu'on n'a pas une luminosité de dingue. Il y a pas mal de gris. Donc je crois que c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse maintenant. Alors, pas exactement. Non, c'est pas ça? Bon, vas-y alors. C'est pas ça. D'abord, on va retirer les petits artefacts qui peuvent traîner. Ah oui, c'est vrai. Donc on va essayer d'améliorer cette image. Donc il y a pas mal de gris, il peut y avoir un peu de bruit. Donc là, on va essayer d'appliquer quelques fonctions d'amélioration de la qualité de l'image et donc essayer de retirer ce bruit. Donc là, on va faire deux fonctions d'amélioration du bruit. La première, ça va être donc pour éliminer donc les petits artefacts, donc tous les petits points blancs qu'il peut y avoir qui traînent, si on a un pixel blanc qui traîne ou un pixel noir qui traîne. Donc on va utiliser, donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser deux fonctions qui s'appellent érosion et dilatation. Donc la fonction d'érosion, elle va regarder, elle va passer sur tous les pixels de l'image et elle va regarder les voisins de ce pixel. Et donc en fait, elle va juste appliquer un max, sachant que quand c'est noir, donc en RGB, blanc, ça veut dire que c'est 000 et noir, c'est 255, 255, 255. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais c'est pas grave. Pardon. Mais du coup, j'ai dit des bêtises. Non. Et donc en fait sur... Ah non, mais c'est bon. Pas du tout. Hein. Sinon, explique les dessins, ça marche. Bon, aussi. bref. Donc l'érosion, elle va considérer qu'un pixel reste blanc si tous les pixels autour sont blancs. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un pixel noir autour, eh ben, le pixel va devenir noir, ce qui va faire que si on part de notre image initiale, donc qui est le J en haut à droite, eh ben, ça va commencer à éroder toutes les surfaces blanches, et en particulier, pour nous, ce qui nous intéresse, si on a un pixel blanc qui traîne au milieu d'un gros point noir, eh ben, le pixel va dégager. Et on a l'opération inverse, qui s'appelle la dilatation, où là, à partir du moment où on a un pixel blanc dans nos voisins, hop, on va devenir blanc. Et dans ces cas-là, eh ben, ça va faire grossir toutes les surfaces blanches, ou, si on peut le voir autrement, ça va retirer les pixels noirs qui pourraient traîner dans des petits carrés blancs. Donc, on a ensuite, donc là, dans OpenCV, ce qu'on va faire, c'est une combinaison de ces deux opérations. Donc, oui, parce que sinon, on va faire, le problème de l'érosion, de la dilatation, c'est très bien pour réduire le bruit, mais par contre, ça modifie la surface de nos formes. Exactement. Ça, on va se retrouver avec tout le blanc va grossir ou tout le noir va grossir suivant l'opération qu'on fait. Donc on va faire ce qu'on appelle une ouverture, ce que OpenCV appelle une ouverture, c'est on fait d'abord une érosion, suivie immédiatement d'une dilatation. Et on pourrait faire aussi une fermeture qui est d'abord une dilatation, puis ensuite une érosion. Donc il y en a un qui permet de faire disparaître tous les petits points blancs et l'autre qui permet de faire disparaître tous les petits points noirs. Ouais, c'est un peu plus... Les deux permettent de faire les deux, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si on a une image avec plutôt on va dire une vache, c'est-à-dire un truc qui est blanc avec des taches noires, on va peut-être plutôt avoir intérêt à faire d'abord grossir le noir, puis réduire le noir, que l'inverse, ou en faisant l'inverse, si on fait grossir le blanc, on risque de faire dégager des taches noires. Donc en fait, ça dépend un peu du motif que vous avez à faire. Nous, on a un truc qui est une alternance relativement parfaite de noir et blanc, donc en fait, peu importe, on peut faire les deux indifféremment, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, s'il y avait de la farine dessus, on voudrait d'abord faire disparaître le blanc. Alors, on a un tuto farine. Ah, j'ai oublié. Alors, allons-y. Tac. Donc, là, on re-appelle des fonctions d'OpenCV. Hein. Comme on vous avait dit, donc toute cette partie, on va intensément utiliser OpenCV. Hein. Et après, plus du tout. Mais c'est bien, ça permet de voir tout ce qu'il y a dedans, en fait. C'est une lib qui est vraiment hyper riche, hyper puissante. Ouais, sachant que là, on reste sur des opérateurs qui sont assez simples. Hein, parce qu'après, il y a même des trucs avec de la reconnaissance de motifs, reconnaissance de personnes. Enfin, il y a plein de trucs super chouettes à l'intérieur, si jamais vous voulez jouer avec. Donc là, les transformations dont on a parlé, ce sont des transformations morphologiques pour OpenCV. Donc morph,
Hop, il était là, c'est celui-là que je veux. Donc j'ai toujours mon image en premier paramètre. Où est-ce que je vais mettre l'image modifiée? Ah bah dans mon image. Quel type d'opération on fait? On va faire une ouverture, parce que ça marche bien. Et un kernel. Tu n'as pas expliqué le kernel, tu veux expliquer? Ah oui, alors le kernel, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Alors j'ai peut-être un peu bafouillé avec mes min et mes max, mais grosso modo, là, c'est bien beau de dire s'il y en a un qui est noir, alors on devient noir, ou s'il y en a un qui est blanc. Mais bon, en fait, on a des niveaux de couleur, donc c'est des niveaux de gris. Donc on peut pas juste dire if noir ou if blanc. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est des opérations mathématiques qui vont grosso modo être des min ou des max sur la couleur. Et ce min et ce max, c'est sur un environnement. Donc le kernel, en fait, ça va nous donner la taille de l'environnement. Donc là, on va faire un kernel 3-3, qui veut dire qu'on va regarder nos 8 voisins. C'est-à-dire qu'au total, ça fait 3 sur 3. On pourrait faire plus gros, ce qui ferait une érosion plus agressive, ou moins... on peut pas faire plus petit. Là. Ouais, après, on n'a pas une super résolution sur la caméra, donc on va pas faire les bourrins. Sinon, on va vraiment faire disparaître des points. Le kernel, si vous regardez, là, c'est de nouveau une matrice. Donc là, c'est une matrice à 2 dimensions avec un seul canal à l'intérieur des éléments. Donc pour faire ce truc-là, on va utiliser encore une fois un helper. Si vous voulez construire une matrice from scratch, c'est possible. Vous avez une NewMat qui fait des trucs, mais c'est impossible à manipuler après. Donc vaut mieux passer toujours par des helpers pour construire. Donc là, nous, ce qu'on utilise, c'est un structuring élément. La forme, c'est un rectangle. Bon, c'est un carré, mais tout le monde sait que tous les rectangles sont des carrés. Hein, ouais. Tous les losanges aussi, parce que tu n'arrêtes pas de dire un losange tout à l'heure, alors c'est des carrés les losanges aussi. Enfin non, les carrés sont des losanges. Ouais, je me tais. Et la taille. Alors la taille, dans cette fonction, c'est assez marrant, il encode sur un point. Bon on va utiliser ça. Donc la taille de mon truc, on a dit qu'on voulait faire un carré de 3-3. 3-3. Voilà. C'est pas mal ça. Ouais, tu crois que ça marche? En tout cas, il a l'air de compiler. En plus, c'est bien parce qu'on a une image quand même à peu près nette, qui n'a pas trop de bruit. Donc on pourra voir que maintenant, on a une image qui a toujours pas trop de bruit. Non, mais là, elle est floue, c'est différent. Ça compte pas. Il faut que je mette plutôt. Ouais, bon. C'est difficile de voir l'amélioration avant-après. Oui, parce qu'il fallait le tuto farine. Là. Et en même temps, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en fait, ensuite, quand on va vouloir parcourir l'image, on n'ait pas de point blanc qui soit perdu au milieu du noir. On va se servir de ça. Par contre, moi, j'ai un problème, c'est toujours très gris, mon truc. Hein. Ouais, alors, débrouille-toi. Ouais, c'est moi qui me débrouille, t'as pas de slide. Je crois que tu te débrouilles là. Hein. Ouais, je crois aussi. Allez, hop. Eh bien, on va augmenter le contraste. En plus, c'est marqué ici. On va essayer d'augmenter un peu les contrastes tant qu'à faire. Là, on est en faible luminosité, et encore, on s'en sort pas mal, on a le meilleur amphi. Du coup, on a un truc qui est un peu entre deux. On va utiliser une fonction pour ça, qui est le addWeight, qui est une fonction assez marrante qui va permettre d'additionner 2 images. Donc, je prends mon image avec pour chacune un poids. Donc, alpha fois l'image 1 plus bêta fois l'image 2. Alors, je prends mon image 1, moi je veux augmenter les contrastes. Donc, ça veut dire que je vais étirer la plage de valeur des pixels, je vais la doubler carrément. On va voir, on ajustera après si ça marche pas bien. Ça dépend à chaque fois des conditions. Il faut une deuxième image, en fait, je m'en fiche un peu. Moi, donc comme j'ai besoin de notre structure, je vais mettre celle-là, mais par contre, je vais pas la compter, je vais mettre 0. Comme ça, c'est vraiment, je fais que doubler mon image initiale, et j'ai un gamma ensuite pour rectifier la luminosité globale. Comme j'ai étendu ma plage x2, je vais reshifter un peu vers la gauche pour ramener tout ce que j'ai un peu trop augmenté. Niveau lumière, donc on va faire, je crois que c'est moins 50, c'était pas mal. Ouais, alors ça c'est dans nos tests, hein, mais on n'était pas dans cet amphi. Donc ces variables-là vont être, on y reviendra après, parce qu'on va vraiment les ajuster en fonction de la luminosité. Dans notre cas, j'imagine que dans des vrais cas, ces variables se calculent toutes seules. Le scanner le calcule. Nous, on les met à la main. Et on va les ajuster en fonction de la luminosité pour que ça marche. Ça marche pas trop mal parce que ce qu'on veut, c'est vraiment juste avoir un seuil blanc-noir. Donc en fait, en exagérant un peu le truc, en tirant le truc comme on fait là, ça marche plutôt pas trop mal. Je remets mon image destination parce que c'est elle qui sera modifiée ensuite. Et je sais pas s'il y a autre chose à faire. On va voir. Je crois pas. Je crois que c'est bon. Tac. Voyons voir. Alors normalement, voilà. Alors
Ah ben les blancs, ils sont un peu plus blancs, c'est pas parfait encore. Les blancs sont un peu plus blancs. Non, mais c'était quand même très gris tout à l'heure. Hein. Les noirs sont bien noirs. Les motifs sont différents. Alors, on nous dit que les motifs sont différents. C'est vrai que les motifs sont assez différents. Hein. Genre... Ah, c'est vrai, ça, c'est marrant, ça. Ouais, il y a une symétrie. En fait, c'est que la... Non, mais c'est ma cam. C'est la caméra qui inverse. C'est la caméra qui fait une inversion. Ah ouais. Ah, mais on n'a pas pensé à ça. Les marqueurs sont au moins rotatés de 90 degrés, je trouve. En fait, il y a une symétrie sur l'axe, en haut à gauche, en bas à droite. Alors attends, parce que le bon sens du QR En code, c'est diagonale? celui-là. On a une symétrie en diagonale? Parce que ton marqueur en bas à droite ne bouge pas. Et pour autant, le gros pâté qui est dans ton fil de caméra est à droite. Ok, c'est bon, je sais. Mais très bien vu, vous avez l'œil. Tout ça, c'est parce que j'ai pas pris les points dans le bon ordre ici. Il fallait pas faire en haut à gauche, puis à droite. Le deuxième point renvoyé par mon detect de du OpenCV Detect, c'est celui-là. Eh ben, on a de la chance, hein. Eh ben, ils sont balèzes, les gars. Parce que si on l'avait pas vu, on aurait été bien embêtés pour débugger, hein. Bah, on n'aurait rien compris après, ouais. J'ai fait quoi de mon code? Hop, voilà. Donc là, on a retourné le machin. Ah! Et ça a l'air vachement mieux. Eh ben, bravo. C'est rassurant. Bah, merci, hein. Merci. Et c'est réparé. J'hésite presque à... je trouve que les blancs, ils sont pas blancs, mais c'est peut-être ton écran. On verra après, remarque, on verra après. Les blancs ne sont pas super blancs. Bon, là où ils sont jaunes, hein, donc tout va bien. Là, celui-là est beau. Ça va. Tiens, il y a mon doigt d'ailleurs. Ah, question? Vas-y. C'est pareil, mais on peut le faire dans l'autre sens, mais ça va être kiff-kiff parce que c'est deux trucs qui ne travaillent pas sur les mêmes éléments. Si, mais peut-être, hein. Mais on va le faire. Ça donne quoi? Donc la remarque, oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas répété. Ah oui, alors la voir si remarque, on avait... c'était est-ce qu'on pourrait pas inverser les opérations, donc d'abord retirer le bruit et ensuite augmenter le contraste. Non, dans l'autre sens, du coup, d'abord augmenter le contraste et ensuite retirer le bruit. Donc on teste, parce qu'on fait quand même un QR code, on fait quand même un lecteur qui est pas très beau, donc tout ce qui peut l'améliorer, nous on est content. Moi je trouve que c'est bien, hein. Ça on arrivera à en faire quelque chose. C'est pas mal. Ah, si je m'oriente vers la lumière, je suis plus blanc. Ouais. Bah en même temps... je note voilà. je note pour la suite, il faudra tourner vers là-bas. Bon, par contre, faut avancer. Tu crois? Bah, oui. Il reste 10 minutes pour que tu nous fasses encore là, parce que ma grille de points, elle n'est pas là. Hein. Allez, vas-y. Moi, je travaille sur une grille de points à la fin. Hein. Remarque. Ah, si, je veux une grille de points là. Ah oui, c'est vrai. Bah, oui. Donc là, il faut maintenant que tu ailles lire, hein, parce que ça, c'est toujours une image. Hein. C'est toujours une image, et moi c'est pas mon langage, Go. Et j'arrive pas à travailler sur des grilles de points là. J'arrive pas à travailler sur des pixels. Je voudrais une grille de booléen, s'il te plaît. Bah voilà. Ah bah, oui. C'est parti direct. Donc il faudrait qu'on aille lire là-dedans. Donc on va aller lire dans cette image à quelle position on a quelle couleur. Donc là, on va extraire de ce petit truc qu'on a bougé dans le coin, qu'on a amélioré. Voilà, c'est une grille de points qui est donc un tableau à 2 dimensions de booléen, hein, tout simplement. True, ça va être noir, et false, ça va être blanc. On va l'afficher dans la console pour voir si on a un truc qui tient à peu près la route. Alors, je ne vais pas trop vous parler du début, parce que le début, c'est un truc un peu technique et très moche, qui va en fait parcourir ma première colonne de mon image pour essayer d'évaluer la hauteur du marqueur en haut à gauche. Pourquoi? Parce que comme je sais que ce marqueur-là, il représente 7 points, s'il fait 49 pixels de haut, eh ben je vais savoir que chaque point s'affiche sur 7 pixels dans mon image. Donc en fait, c'est ce qu'on a appelé la scale ici, l'échelle, qui est le facteur de zoom en fait qu'il va falloir appliquer manuellement à nos éléments. Donc ça, c'est un truc technique moche qui est fait là qu'on va passer sous silence. Et nous, on va juste s'intéresser à cette fonction. Ouais. J'imagine qu'on en parlera peut-être pendant la partie correction d'erreur, mais ça veut dire que du coup, si tu as le moindre marqueur qui est un peu dégradé, ça risque de te pourrir un peu plus. Alors la question, c'est est-ce que si le marqueur est dégradé, ça ne va pas tout pourrir?
Le marqueur, concrètement, il sert que à la localisation. Donc si le marqueur est dégradé, il va pas réussir le capteur va pas réussir à attraper. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Des fois, il faut que je passe une demi-seconde devant la caméra. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ça, c'est que on peut faire des tests qui sont relativement stricts. C'est ce qu'on a fait avec la fonction qui validait le carré. Enfin, on fait des tests qui sont vraiment très stricts pour être sûr d'avoir un truc bien à la fin. Parce qu'en fait, sur la masse d'images qu'on reçoit, il y en aura forcément une très vite sur laquelle on va pouvoir obtenir quelque chose. Donc un marqueur dégradé, il ne va pas détecter, c'est pas grave, il passe à la frame suivante jusqu'à ce que ça marche. Alors après, on a aussi un peu triché parce que sur le QR code, il y a un élément de structure qui permet de récupérer la taille du QR code. Et on en parlera au moment de l'élément de structure. Et il est probable que les vrais QR codes se basent sur cet élément de structure. Nous, on fait ça parce qu'on voulait vraiment découper les parties et se dire, là, maintenant, on travaille à partir d'une grille de points. Et voilà. Mais on en discutera un tout petit peu après pour cette partie, ce scan des points, cette partie échelle en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir notre image, en tout cas notre petite image dans le coin, pour en même temps remplir notre grille de points. Donc je vais avoir juste des indices IJ qui vont être les indices de ma grille de points bidimensionnelle, row et colonne qui vont être ligne colonne dans l'image. On va itérer là-dessus. On va partir en boucle infinie. Hop. Et on va faire une lecture ligne à ligne. Donc je vais commencer à m'intéresser à la ligne, la première ligne de ma grille de points, qui va être celle d'indice i égale 0. Et je vais essayer de voir à quel endroit ce point 0,0 il est dans l'image. Le point 0,0 dans l'image, il est à scale sur 2, scale sur 2. Je vais taper au milieu je vais prendre le pixel qui est au milieu du point noir dans l'image. Donc je me décale d'une demi-échelle vers la droite et vers le bas. Ça, c'est ce que fait ma fonction ici, index to coordinate, qui prend un i ou un j et qui va le mapper dans mon image. Donc je lui passe en paramètre la scale pour qu'il sache comment faire. Si jamais ma ligne, elle dépasse. Tiens, il me propose par où la ligne maximale de l'image, je considère que j'ai fini. J'arrête ma boucle. Sinon, tout va bien, je suis dedans. Là, maintenant que j'ai mon itération ligne à ligne, je vais faire la même chose sur les colonnes. Donc un for infini comme ça, c'est un while, c'est un while true. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Oui, tu l'as dit, mais... Ah non, tu l'as dit. Non, en Go, ça n'existe pas while. Tout est for. On est un peu roots ici. On est un peu rust. Non. Voilà, donc la même chose. Si j'ai dépassé, je m'arrête, je passe à la ligne suivante. Bon, et donc là maintenant, j'ai un pixel qui est aux coordonnées row et col. Alors un pixel, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est un élément dans ma GOMAT à 2 dimensions, c'est un élément à 3 dimensions, donc un vecteur à 3 dimensions dans ma matrice. C'est un élément RGB. Nous, on veut savoir si c'est noir ou si c'est blanc. Pas si c'est rouge 300. Ah non, ça peut pas. Non, voilà, je vais appeler vecteur. Rouge 250. Parce que du coup, c'est un vecteur, et donc on va faire un GoCV.getVec. Ouais, sauf qu'en fait, c'est pas GoCV, c'est IMG. Donc je prends le vecteur. Vous avez vu, il y a plein de helpers. Quand vous savez quel est le type des éléments dans votre matrice, pour aller les récupérer. Donc moi, c'est un vecteur d'octets, de bytes, ce que je vous avais montré tout à l'heure. Coordonnées row, col. Donc là, il me retourne j'ai un tableau de 3 éléments. On va faire un truc très simple, c'est qu'on va récupérer sa luminosité comme étant la somme de 3 éléments. Voilà. Comme ça, au moins, c'est efficace. Et si jamais ma luminosité, elle est supérieure à un certain seuil, on a défini ici, je crois qu'on l'a mis à 500. C'est ça, on l'a mis à 500. Donc le maximum pour du blanc parfait, ça serait 750 à peu près, 255 x 3. Donc 500, ça veut dire quand même assez blanc.
eh bien mon pixel il est blanc. Alors j'ai oublié de l'initialiser, mais on va dire, moi ce qui m'intéresse c'est les pixels noirs, parce que c'est les pixels noirs qui valent le trou. Voilà. Donc on va dire que mon pixel au début il est noir. Vous n'avez pas de ternaire en Go, je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Et donc s'il est blanc, on le passe à blanc. Sachant que les 1, c'est là où... C'est ça. Je vais stocker ça dans ma matrice que je n'ai pas initialisée, mais c'est pas grave, on va le faire. Donc là je vais avoir besoin d'une ligne. Line de point égal. Donc c'est une ligne de booléen. Et je rajoute la valeur, est-ce que mon pixel est noir, oui ou non. Tac. Quand j'ai fini ma... Pourquoi il râle là? C'est un untype int. Ah oui, d'accord, parce que là, tout cela, il faut les convertir en int. Parce que forcément, c'était un int 8, donc si je fais des sommes de int 8, ça va très vite overflow. C'est là où on se rend compte que les langages fortement typés, c'est quand même vachement bien. Vous n'auriez jamais eu ça en C, et on aurait mis des heures à débugger, parce qu'on aurait eu des valeurs négatives dans les couleurs. Après, il y a des langages où ça overflow pas quand tu fais 255 plus 255 plus 255. Si tu es dans des octets, si. Mais les vrais langages compilés qui ont utilisé des vrais registres, des choses comme ça. Oui, ouais. Tu veux parler de quoi toi, Non, rien. Non. De script, c'est ça? JavaScript. Bon, ben, j'ai ma ligne. Et ben, la ligne, il va falloir l'ajouter quelque part. On va créer la grille. Donc notre grille d'output, et puis on va juste rajouter les lignes dans l'output. On va return ça. On va voir ce que ça donne. Le make, c'est un genre de malloc pour initialiser l'espace mémoire pour mon tableau. Donc quand j'ai fini la ligne, je la rajoute à ma grille. Et quand j'ai tout fini, et on return. Je return la grille. Et là, c'était pour voir si tu suivais pas. J'oublie pas d'augmenter mes indices. Ouais, parce que l'effort while true, là... Sinon, on n'est pas prêt d'arriver. Je pense que j'oublie un truc, mais c'est pas très grave. Bah, de toute façon, ça va péter si c'est ça, on va s'en rendre compte en live. Puis là, on débuggera. Alors là, on lance dans le terminal, parce qu'on a un petit visuel qui est un peu plus sympa. J'ai perdu la fenêtre. Ça va pas rentrer dans la console. Bien. Donc, ouais, voilà. Alors, on le lance là, et on le réaffiche. Pas de chance, hein. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ça, alors on a un petit problème de scale, je crois. Là, il a fait un truc pas mal, là. Mais... Alors, visiblement, ma boucle, elle n'est pas bonne. Hein. Je crois qu'il sait dire que la première ligne. Ouais. T'as oublié un plus? Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il y avait un indice, là? Non, mais sinon, j'ai mes anti-sèches. Hein. Ah bah oui. C'est bon, t'as inversé les deux? Non, c'est beaucoup plus simple. C'est que quand je passe à la ligne suivante, il faut bien penser à réinitialiser ma colonne. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est pour ça qu'on avait une méga grande ligne. Oui. Non, c'est parce que ça s'arrêtait, mais après, du coup, il considérait que c'était mais au début. C'était fini tout de suite. Alors vas-y. Là, quel contraste. Hein. Voilà, alors là, c'est bien contrasté. Est-ce que ça vient de ton terminal ou est-ce que c'est moi qui ai fait juste inverser? Ah non, si, c'est bien là. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait se mettre vers là-bas. C'est moyen bien. Ah bah lui, il est pas mal du tout, lui. Ouais, est-ce que tu nous mettrais pas un peu de gamma? Un peu plus de gamma? Je trouve un peu peut-être, ouais. Donc c'est là qu'on ajuste. On vous disait tout à l'heure, ajuster. Bah sinon, je peux ajuster ça aussi. Tiens, on peut le faire différent. On va tester ça aussi. Le vert est plus lumineux que le bleu, donc additionner, c'est pas fou. D'accord. Du coup... Ouais, faudrait faire quoi? Des coefficients sur chaque... Je vais tester comme ça, juste en baissant mon seuil. Et après, on verra si on fait... lui, il est propre, lui. Alors, c'est beau? Bah, il est pas mal. Alors, attendez, le message, je me le mets à côté. Non, ça, il a l'air bien parce que ça m'a l'air... Non, il est impeccable. Impeccable. Je vois pas d'erreur, en tout cas. Vous en voyez pas non plus, vous? Je crois que je vois pas d'erreur non plus, là. Ça me paraît pas mal. Non, pour de vrai, il est bien. Bah, super. Bah là, il est bien. Et regarde-moi ça, si c'est pas beau. 60 tout pile. Donc, on se représente... Ah bah, c'est raté. Ah oui, c'est moi qui finis ça.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à passer de cette image avec notre tête, là, plus un truc qui se balade, à cette grille de points où chaque 1, enfin c'est pas des 1, c'est des trous, mais voilà, chaque trou représente les endroits où on a un point noir, et puis les falses représentent les endroits où on a des points blancs. Et donc, on va pouvoir maintenant travailler à partir de cette structure. Donc on peut revenir sur la présentation globale, comme on vous disait. Sentez-vous libre, circulez, il y a des confs qui viennent de finir. Même si en vrai, c'est ça la partie la plus intéressante. Je sais pas. Bah si, parce que c'est là qu'on enlève la magie quand même. Hein. Ah non, oui, pour notre conf, c'est ça le vrai truc où, en fait, tout le monde est venu pour ça. Là, on vous fait du OpenCV depuis tout à l'heure, vous dites c'est super, les mecs, ils utilisent des trucs. Et en fait, on sait toujours pas comment lire le QR code avec les yeux. Et donc maintenant, on va faire quasiment que ça. Donc là, il n'y a quasiment pas besoin d'ordinateur, on en aura un petit peu, mais voilà. Et on va vous expliquer donc tous les éléments de structure du QR code. En fait, c'est toi qui expliques. Ah bah oui, c'est vrai, tiens. Oui, t'arrêtes pas, c'est toi qui tiens la machine depuis tout à l'heure. On va commencer, comme dans tout stockage de données qui se respecte, par parler de métadonnées. C'est-à-dire quand vous avez un objet qui contient des données, vous avez toujours un en-tête qui va décrire un petit peu le format des données qu'il contient, éventuellement leur taille, etc. Alors, il y a deux éléments de... Tiens, c'est marrant, ça. On allait trop vite. Ah ouais, t'as appuyé sur... Je sais pas, j'ai appuyé sur... Ah oui, sur fin, peut-être. Hop. Hop. Ok. Voilà, on est là. Donc, le premier élément qui est intéressant dans votre QR code, donc c'est là où je vais vous renvoyer vers vos badges, même si c'est tout petit, c'est ce petit point-là, juste dans le prolongement de la ligne blanche du marqueur du bas, vous avez un point qui est toujours noir. Donc on vous invite à essayer de le chercher. Il y a un point noir sur votre QR code. Si vous en avez plus que un, c'est louche. Vous les comparez entre vous et vous vérifiez lequel est toujours noir chez tout le monde. Donc ça, c'est une règle. Ce point-là, il est toujours noir. C'est aussi un moyen de vérifier que votre QR code est un QR code. Et ensuite, vous avez, et ça c'est plus intéressant, deux lignes dans le prolongement des lignes noires à la verticale et des lignes noires horizontales des marqueurs. Vous avez deux lignes qui alternent parfaitement noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. Et avec ça, on peut revenir sur justement, tout à l'heure, quand on parlait de l'échelle, de déterminer l'échelle. Il est probable que la plupart des scanners de QR code se basent sur cette ligne-là, donc en allant essayer de la localiser, puisque là, il y a une alternante parfaite blanc-noir, et que ça permet exactement de savoir, d'avoir les coordonnées un peu des colonnes et des lignes, puisqu'on les a sur les colonnes et sur les lignes. Combien vous avez de points noirs sur vos lignes et colonnes, là? Alors, tout le monde n'a pas les mêmes, ça. Ah on ouais, a vu hier en imprimant les badges, il y en a qui ont des versions 3 et d'autres qui ont des versions 4. Ah, intéressant. Donc c'est toujours un nombre impair. 7 ici, ouais, c'est normal. Vous devez avoir 7 ou 9, du coup, normalement. Ouais. En fait, la version, c'est la taille de votre code, d'une certaine façon. Donc ça va être proportionnel au nombre, enfin pas proportionnel, mais relatif au nombre maximal de données que vous allez pouvoir encoder à l'intérieur. Donc si vous avez beaucoup de données parce que vous avez un nom à rallonge, ou un truc comme ça, vous allez avoir peut-être vous allez avoir besoin de 9. Alors la version, c'est le nombre de points noirs moins 1, puisqu'il y en a un nombre impair, divisé par 2. Donc globalement, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je coupe mon code en deux, pouf, et je regarde les points qui sont à droite. Donc là, ici, c'est 2. Le code que j'ai en exemple, c'est un version 3. Ouais, c'est ça, c'est 3. Pour du texte relativement standard, des URL, on va souvent être entre 3 et 4, rarement plus, pour vous donner une idée. Bon, bah écoute, vas-y. Ah non, tiens, c'est vrai, il y a ça d'abord. La version, ça existe aussi sur les très grands codes. Vous vous rappelez de celui qu'on vous a montré tout à l'heure? Ben lui, c'est une version 34. Ça veut dire qu'il y a 69 petits points noirs. Oui, on les a comptés. Et ce qui est marrant, c'est de voir que ça s'insère parfaitement aux marqueurs d'alignement qui sont répétés verticalement, horizontalement. L'alternance se fait bien. Et c'est pas le plus grand. Vous savez jusqu'à combien ça va, les versions? 40. Donc on n'est pas loin du plus grand. Et 40, ça va encoder à peu près 3000 octets, à peu de choses près. Alors inutile de vous dire que celui-là, nous, ce qu'on est en train de faire, il ne le scannera pas. On n'a pas testé. Mais on a testé avec un vrai scanner de QR code et ils arrivent à lire ce genre de choses. Alors ça dit quoi?
Celui-là, là? Ouais, c'est ça, c'est un Logoden Bignou. C'est un lorem ipsum breton, si vous ne connaissez pas. Très bien. Logoden Bignou. Logoden. Logoden. Ah bah c'est moi, je code. Alors je code. Alors, donc là, on va aller donc vérifier le dark spot et on va aller vérifier la version. Donc on va tout fermer là, parce que ça c'était tes trucs. Close all. Et donc on va aller dans la partie extract. Donc dans la partie extract... Tu peux déjà décommenter le main, ça va te... Ah oui c'est vrai, j'ai oublié ça. Bah, en fait moi je m'en fiche parce que j'ai des TU. C'est vrai. Je vais lancer mes TU. Alors hop. On est bon là? Donc on va aller récupérer la version. Donc pour la version, déjà on va vérifier le dark spot. Alors le dark spot, il est toujours au même endroit, on a dit c'est 8e colonne, 7e ligne en partant du bas. Donc la 0e ligne, la première ligne en partant du bas, c'est size-1. Et donc là, la 7e ligne, c'est size-8. Alors donc c'est la 8e ligne en partant du bas. Je sais pas, essaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est la 8e ligne en partant du bas. Ok. Donc, on va vérifier si dans nos points, donc à la longueur de nos points, moins 8 et 8, et bien, si c'est blanc, donc si on n'a pas de point noir, et ben on casse. Alors attends, hop, si je fais ça, ouais c'est ça, ça marche. Et ben on return une erreur qui va être dark spot not found. Voilà. Et ensuite, du coup, on considère que si on a un dark spot, on continue. Donc on va essayer d'aller lire la version horizontale en premier. Donc hop, horizontale version. Donc on a une fonction qu'on a préparée, mais on va l'écrire, rassurez-vous, de nos points. Et ça prend quoi d'autre? Ah non, ça prend une erreur, ça. Voilà. Si on n'a pas d'erreur, eh ben, on va simplement renvoyer la version. Pourquoi il y a deux versions dans votre QR code? D'une façon générale, dans un QR code, on va le voir, il y a énormément de redondance d'informations. L'idée, c'est de le rendre le plus robuste possible. Donc nous, là, on s'en sert sur cet exemple-là pour dire que si jamais j'ai pas réussi à lire mon alternance de points en horizontal, c'est pas grave, je vais essayer de la lire en vertical. Il y en aura bien une des deux qui va marcher. Et donc on va écrire maintenant la version horizontale. Alors, comment on détecte que c'est une version ou que la version est corrompue? C'est que nous, on veut une alternance de points noirs et de points blancs. Donc on va faire une petite boucle for, donc d'un index. L'index, il va commencer à 7 et il termine à la longueur des points, moins 7. Et là, moi j'écris pas du tout du Go, hein. C'est n'importe quoi ce que j'écris. C'est pas grave, il y a un formateur. Ouais, mais là il y a un point virgule quand même. Et là, c'est pas ça, parce que... voilà, ça râle. C'est pas mal cette affaire. Voilà. Et alors, du coup, nous ce qu'on veut, c'est que... donc là, c'est la version horizontale. Donc, ce qu'on va lire, c'est la 7e ligne. Donc, on veut que la 7e ligne, donc index 6, à notre position d'index, on a dit on voulait que ce soit différent du précédent. Index moins 1. Et donc, si on a ça, alors, si c'est égal, on renvoie une erreur. Errors.new. Et là, on dit horizontale version not found. Faut que tu renvoies un entier aussi. Ah oui, c'est ça, j'arrive. Voici. Et si on l'a trouvé, si on n'a pas d'erreur dans cette version horizontale, ce qu'on va renvoyer du coup, c'est la longueur totale de nos points, moins nos deux patterns d'alignement qui font 7 pixels chacun.
moins le petit point du milieu, parce que lui, il compte pas. Et ensuite, on divise par 2. Comme ça. Voilà. Hop, on divise par 2. Et comme il y a une alternance noir-blanc, on redivise par 2. Donc on divise par 4 en tout. Donc ça, c'est nos versions. Et là, ça veut un uint, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai ma version horizontale. Et pour ma version verticale, ça va être exactement la même chose. Paf. Sauf que le message d'erreur n'est pas le même. Et que, ici... Pour l'instant, hein, vous voyez, on ne fait rien de sorcier. Hein. C'est la colonne 6 qu'on va aller. Ici, du coup, dans ma fonction principale, je dis que si je n'ai pas trouvé la version horizontale, je récupère la version verticale. Et si j'ai toujours rien, j'envoie mon erreur. Et là, normalement... Il faut quand même que tu renvoies la version, là, à un moment. Elle est là? Ah oui, tu as fait gagner, d'accord. C'est pas très... C'est conventionnel, ça, du coup. Conventionnel? C'est pas conventionnel. Non, mais ça va, allez. Je croyais qu'il fallait faire des early return, tu m'as dit. Donc, extract. Alors, moi, j'ai des tests, mais ça les lance tous, là. Je peux en lancer juste la version? Ouais, tu l'ouvres, le fichier version test, et tu cliques sur la flèche. Ah, la flèche, voilà. Et donc, c'est bon, j'ai mon test qui passe. Alors, du coup, je vous ai pas montré que le test pétait. Si je change la valeur... De quoi? Si tu veux montrer sur quoi tu te bases, c'est dans le premier fichier. Ah oui, là, je vais pas leur montrer que je me base, que mon TU, c'est ça, qui est le QR code qu'on vous montre depuis le début. Hein. C'est juste que là, il est en forme de tableau de booléen. Mais donc, en tout cas, mon test passe, et donc, je suis assez heureux de ça. Donc voilà, j'ai ma version, j'ai mon dark spot. On est pas mal déjà. Tu veux pas l'exécuter en live pour leur montrer? Ah, tu veux qu'on passe carrément tout, là? Moi, j'ai mon TU, là. Allez, vous voulez voir ou pas? Bon, ben voilà, tu vois. Bon, go. Hein. Oui. OK. Donc, si je passe le QR code... C'est dans ton main, c'est pas bon. C'est mon main. Bah oui, il faut décommenter le main. Il faut commente déjà la partie, le print QR code là qui va nous emmerder. Ouais, c'est... Et décommente ensuite dans la fonction, descend. Descend dans le... Voilà, décommente la version. Décommente ça? Ouais. Voilà. Très bien. Ok, donc est-ce que ça lit bien la version? Voilà, ça lit version 3 pour celui-ci. Super. Bon, vas-y. Vas-y. Vas-y, vite fait. On continue. Métadonnées, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce qu'on appelle le format. Donc c'est tout ce qui est marqué en jaune et en orange. Là. Le jaune, c'est les 0 et l'orange, c'est les 1. Là encore, c'est un doublon. C'est-à-dire que vous avez 15 bits qui se lisent ici, en haut à gauche, d'abord vers la droite, puis vers le haut. Donc on ne compte pas les bits de version. Hein. C'est vraiment, je les évite ici. Je saute, hop, tac, tac. Donc 15 bits là, et la même chose en bas. 7 ici, je passe le dark spot, et j'arrive ici, 8 ici. Donc si vous regardez, c'est bien la même chose dans les deux cas. Ça va donner pas mal d'informations de format. En particulier, les 2 premiers bits ici vont être le niveau de correction d'erreur qu'il y aura à l'intérieur de votre code. Et les 3 suivants seront le masque qui sera utilisé pour décoder votre QR code. On en reparlera tout à l'heure. Je pense que là, tu vas pouvoir tout de suite aller lire le format. Alors, le format... Et ben voilà, c'est tout cassé. Alors, le format, on l'a codé, on l'a précodé dans... Tu peux décommenter là, déjà. Je décommande ça. On l'a préécrit dans des petites fonctions helper, donc on va vous montrer rapidement. Hop. C'est dans le format, et on a, du coup... alors, on a le format... Donc, on a dit qu'il y avait 2 formats. Donc, le format en haut à gauche, et le format en bas et à droite. Il est en debout. Donc ici, pour pas, comme c'est exactement toujours les mêmes coordonnées,
On va pas vous dire, on va faire une boucle for. On l'a écrit brut en disant, bon, bah, top left format, c'est ce bit-là, ce bit-là, ce bit-là, ce bit-là, ce bit-là. Et pareil pour le bottom right. Donc, on va simplement récupérer deux formats. Donc, on a le format 1, qui est le top left format de nos points. Et le format 2, qui est le bottom right format de nos points. Alors, dans le format, il n'y a que les 5 premiers bits qui nous intéressent. Donc, Pourquoi? Alors, parce qu'il y a 10 bits de correction d'erreur par la suite. Merci. On en parlera plus tard de la correction d'erreur. Et il y a aussi un masque de format qui va s'appliquer. Donc, le masque de format, c'est facile. C'est 1, 0, 1, 0, 1, 0. C'est une alternance de noir et de blanc. C'est pour ajouter là-haut, un là, peu, tu voilà. peux, Et donc, on l'a préécrit ici dans une variable. Alors là, c'est pas un 0. Hein. Non, mais dans les 5 premiers bits, c'est l'alternance, et comme c'est les 5 premiers qui nous intéressent, ça suffit. Donc on a un masque qui est déjà défini, et donc on va simplement faire un XOR avec ce masque. Et pareil pour notre format 2. Vous allez me dire pourquoi on a un masque en dur prédéfini sur des données comme ça. En fait, l'idée du masque, ça va être de maximiser les variations blanc-noir pour améliorer la restitution dans la vidéo, le fait de pouvoir être capable de détecter le code et de le lire correctement. Il faut qu'il y ait un maximum d'alternance. Et du coup, comme il va y avoir des éléments, des valeurs dans ce format qui vont revenir un peu plus souvent que d'autres, en particulier au début, le fait de mettre un masque en 1, 0, 1, 0, 1, 0 va casser la régularité et maximiser un petit peu les alternances. Donc ensuite, on a dit qu'il n'y avait que les premiers bits qui nous intéressaient. Donc on va prendre les premiers bits. Donc on va faire un décalage de bits ici. En gros, on peut faire. Donc on a 15 bits au total. On ne veut que les 5 premiers. Donc on fait un décalage de 10 bits, ce qui nous permet de jeter les 10 bits de poids faible et de garder que les 5 bits, les 5 premiers bits. On fait pareil pour le format 2. Et ici, si nos deux formats sont différents, eh bien, T'as dans perdu ce ton cas-là, shift là-haut. je n'ai pas mis mon shift. Et bien dans ce cas-là, on va retourner une erreur. Alors pourquoi on fait ça? Et pourquoi tout à l'heure pour la version, on prenait la première qui allait, alors que pour le format, eh ben, on est obligé de vérifier que les deux formats sont égaux? C'est à moi que tu poses la question? Je sais pas. Ah d'accord. En fait, la version, le truc, On c'est peut que poser à tout le monde. Hein, si j'ai une seule version, je suis capable de donner le résultat. Et je ne peux pas avoir d'ambiguïté, même si je ne peux pas avoir deux versions différentes. Soit j'ai la version, soit je ne l'ai pas. Le format, je peux avoir deux informations différentes. Et si c'est le cas, je ne sais pas laquelle est la bonne. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que comme on l'a évoqué, il y a des bits de correction d'erreur derrière, qu'on n'utilise pas là parce qu'on ne veut pas s'embêter, mais qui permettraient de retomber sur nos pattes et de savoir quel est le format réel derrière. Donc là, on fait une version très simple, on lit les deux formats, s'ils coïncident pas, je ne sais pas lequel est le bon, je m'arrête. S'ils coïncident, parfait, c'est bon, on a notre format. Ceci dit, même avec la correction d'erreur, si on a trop de mutations dans notre format, on peut avoir les deux formats qui convergent quand même vers deux trucs différents et on serait quand même embêté. Ouais, mais là, on aura d'autres problèmes après. Si on a il y a beaucoup de redondance dans le format, donc si on a un problème de redondance dans le format, on est vraiment mal barré. Donc le masque, on a dit que c'était déjà l'encodage. Les deux premiers bits, c'est le niveau de correction d'erreur. Vous avez 4 niveaux possibles de correction d'erreur: faible, moyen, quartile et haut. Quartile parce que ça corrige jusqu'à 25% d'erreur. Voilà. Mais oui, bon, voilà, c'est moyen plus, quoi. Donc pour la correction d'erreur, pareil, on reprend les deux bits de poids fort. Et pour le début, on va simplement faire un et logique avec le binaire pour prendre les 3 bits de points faibles. Et donc là, on renvoie donc notre masque. Alors ça nous donne un numéro. Nous, on a encodé ça dans une fonction, dans un typage un peu meilleur, mais c'est des entiers derrière. Et donc là, normalement, j'ai mon TU qui passe. Voilà, ouais. Je suis content. Je devrais montrer avant que les TU ils passent pas au début. Parce que là, les gens, ils croient que j'ai mis un... enlève un ici, là. Ouais, mais... Si ça se trouve, ça va passer quand même. Merde. Aïe, 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 aïe. Allez. Imagine, ça passe quand même. Ouais, d'accord, ok. Voilà,
Attends, c'était pas un test version? Non, c'est un test format. Ouais, je sais plus. Alors, mais le format, il n'y a pas grand-chose dans le format. C'est peut-être ça. Regarde là, si on fait 5, là. Là, ça casse, là. Là, tu auras 0 et ça peut marcher quand même. Ah, ça marche parce quand que même. je crois Oui, que justement, parce que c'est t'as mis 0. 0 aussi. Ils sont balèzes, les tests, hein, ils sont robustes. Si je mets 1... Ah, super, mon test est cassé. Quel plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bah, je supprime le test. Ou tu le modifies. Donc là, j'ai mon format. Eh ben attends, parce que toi, tu veux qu'on te montre... Non, c'est pas moi, c'est eux qui veulent. C'est eux qui veulent, c'est eux qui veulent. Donc on va relancer tout ça. Hop. Et donc là, on a... C'est petit, hein. Je sais pas si vous arrivez à lire Alors sur le ouais, c'est terminal. peut-être petit. Mais Comment on zoome? On fait plus comme ça. Et là, on a quoi? Oula. On a que le masque, c'est le masque 2 et que la correction level est low. Et là, je reprends la main. Et là, tu reprends la main. La correction d'erreur, on y reviendra. On reviendra dessus tout à l'heure. Le masque, je vais en parler un petit peu maintenant. Comme vous êtes sur 3 bits, vous avez eu 8 valeurs possibles qui correspondent à 8 masques différents possibles. Donc là, c'est l'illustration des bits qui vont être inversés pour chacune des valeurs. On a éliminé tous les patterns fixes, évidemment, de ce diagramme-là. Donc sur le 2, qui est celui qu'on a scanné... Non, c'est le 3. C'était 3 ou c'était 2? Bah, c'est 2, mais c'est 0, 1, 2. Ah oui, mais non. Ah bah, non, du 2 coup, c'est ça. 2 c'est des... 2, c'est ça. Hop là. Ah oui, mais... Attends, je suis où là? Ah oui, non, mais d'accord, je confonds. Hop. 2 c'est les barres verticales, donc c'est une colonne sur 3 qui est noire. Oui, effectivement. Non, c'est bien 2 sur notre exemple là. Là où c'est 3, c'est sur l'exemple sur le test unitaire. l'exemple des slides. L'exemple des slides, c'est 3. Donc là, je prends mon petit poisson, je le XOR sur le contenu et ça me donne cette zone-là en bas à droite. Et alors, c'est intéressant parce que là aussi, on voit à quoi ça sert ce masque. Sur la zone en bas à droite, on a beaucoup plus d'espace blanc. Ici, j'ai un gros espace blanc, j'ai même ici un peu un pâté noir. Là, j'ai un gros bloc de blanc aussi. Et alors qu'en appliquant ce masque, justement, je génère de l'alternance. Un peu artificiellement, certes, mais c'est pas grave. Donc en fait, l'idée, c'est que quand vous avez un message à encoder, vous allez appliquer sur votre résultat les 8 masques possibles et vous allez choisir lequel vous intéresse le plus, l'utiliser et l'encoder dans le format. Nous, là, on est en décodage, donc on n'a pas à se soucier de ça. On prend juste l'identifiant du masque qui nous intéresse et on l'applique. Alors la démo, ça va être très rapide. On ne va pas le coder. Les masques, ils sont déjà codés. On ne va pas vous embêter avec ça, mais simplement pour vous dire, un masque, c'est quoi dans notre présentation? C'est une fonction qui, en fonction de 2 coordonnées, dit si le bit il est inversé. Et pour chaque masque, c'est une formule mathématique plus ou moins simple. Vous imaginez bien que celles qui sont en bas, là, elles sont un petit peu plus complexes, mais voilà, ça se fait bien avec des I et des J, des modulos. Et c'est que des modulo 3, modulo 2. À chaque fois, c'est un pattern de 6 par 6 qui va se répéter. Avant d'extraire nos bits de contenu, parce que là, on commence à être pas mal, on va essayer de voir, pour enlever les éléments de structure, donc quels sont les bits réellement significatifs dans notre QR code une fois qu'on a enlevé les marqueurs d'alignement ou de détection, la version, le dark spot, le format, ben voilà, il nous reste toute la zone en vert là. Pour ça, c'est pareil, on a fait une petite fonction précodée que je vous montre rapidement, qui est ici. C'est est-ce que le point, c'est vraiment un point de données? Ben, si jamais je suis dans un coin en haut à gauche, en bas à gauche ou en haut à droite, donc c'est soit un marqueur, soit le format, soit le dark spot, je renvoie false. Ça, c'est le marqueur d'alignement en bas à droite, le petit qui n'est pas complètement dans le coin. Vous notez que les coordonnées, elles sont en dur par rapport à la 16 et qu'il n'y en a qu'un. Donc ça veut dire que sur des versions élevées où il y a plusieurs marqueurs d'alignement, on ne gère pas. Donc les pull requests sont les bienvenus, hein, si vous voulez vous en occuper un jour. Et tout simplement, la version ensuite, c'est la ligne 6 ou la colonne 6. Voilà. Donc on a une petite fonction toute simple qui va dire est-ce que mon point il est significatif ou pas? Est-ce qu'il représente de la donnée? Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour aller lire ces données. Donc là, dans mon petit exemple, j'ai 359 bits. Si vous divisez par 8, ça fait 44, reste 7. J'ai 7 à la fin, j'ai 7 bits qui vont être à 0, et 44 octets de données au total.
La question, c'est dans quel ordre on les prend. Donc naïvement, on va se dire, on va prendre de en haut à gauche, ligne par ligne, tac, 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 tac. Mais ça serait vraiment être naïf. En vrai, on va faire ça. On part d'en bas à droite, on monte, et on redescend. Et on fait comme ça plein de petites vagues. Pourquoi pas? Là, si vous regardez bien mes flèches, en fait, elles sont à chaque fois entre deux colonnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va aussi lire deux colonnes à la fois. Donc d'abord, on lit à droite, puis à gauche, et puis on remonte. Droite-gauche, 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 droite-gauche. Et quand il faut changer de colonne, droite-gauche, pof, et là je redescends. Voilà. Donc le sens de lecture, c'est ça. Et ça, c'est Sébastien qui va s'y coller. Ouais. Alors pourquoi? C'est une excellente question et je n'ai pas la réponse. Je me la suis posée aussi. Je ne sais pas si toi, tu as une idée. Alors moi, de ce que j'avais en tête, c'est parce qu'il y a aussi une version où on lit bloc de 8 par bloc de 8, et du coup, ça fait, quand on redécoupe bloc de 8 par bloc de 8, ça fait des blocs de 2 par 4. Hein. Ouais, mais non, parce qu'après, ça se décale. Oui, c'est vrai qu'après, ça fait des blocs qui donc sont non, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Parce que... C'est des jolis sapins. Peut-être qu'il y a aussi une notion de maximiser l'alternance, à alterner, à faire en sorte de casser un peu la fluidité de la lecture, mais en même temps, comme on est sur une représentation binaire à base de bits, l'alternance, elle est native en fait dans l'encodage des caractères qu'on va avoir derrière. Donc je sais pas. Peut-être. Eh ben, on va bien voir s'il est performant. Vas-y. Alors ouais, donc là il nous reste 3 minutes pour que je code tout ça. Donc je teste une fois, et si je me foire, on triche. Ouais. Et on prend le taille. Hein. C'est là-dedans, tu es dans le bon fichier, mais il faudra peut-être décommenter juste le main d'abord. Décommenter le main. Ok. Alors donc on va aller dans notre fonction de content. Plus haut. Qui est ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que donc on va préparer notre output déjà. Donc c'est un tableau de bits, de booléen, avec du 0 dedans. Ensuite, on va récupérer la taille de l'image, parce que ça, on va l'utiliser plein de fois, donc je la mets ici. Et on va aussi récupérer le masque, parce qu'en fait, pour le moment, on n'a qu'un mask ID. Alors la façon la façon dont tu l'as montré, c'est qu'on a un tableau de fonctions. Donc on va récupérer la bonne fonction de masque, qui correspond à notre mask ID. Et donc, là, on dit juste que c'est les masques du mask ID. Donc, on a nos masques. Ensuite, on fait une boucle. Donc, on va d'abord, on a dit, itérer sur les colonnes. Donc, on part de la colonne, la dernière colonne. La plus à droite. Qui est size -1. Et on itère tant que notre colonne est supérieure ou égale à 0. Et on va faire 2 colonnes par 2 colonnes. Donc on va faire un petit -2 sur notre colonne. Bon ben voilà. Et ensuite, on va itérer sur les lignes. Donc les lignes, c'est pareil, on part de tout en bas à droite. Donc c'est size -1. Ensuite, on va s'arrêter quand c'est positif. Enfin, quand on continue tant que c'est positif. Et là, par contre, c'est juste ρ -. Ensuite, on va dire que si notre point est significatif, donc if is significant dot, donc de... Rho colonne. C'est ρ colonne, ouais. C'est ρ colonne. Et bien, dans ce cas, on va rajouter à notre output... Tu avais oublié le T dans la déclaration, c'est juste pour ça, mais t'en fiche, garde-le. Ils mettent pas beaucoup, hein. Voilà. Mais c'est parce que tu n'avais pas mis là. Ah oui, bah voilà, c'est ça. On va rajouter à notre output donc le point qui est Rho colonne. Et on va faire un XOR avec notre masque sur les mêmes coordonnées. Rho, colonne, mais on a besoin de la size pour le masque. Et, pas du tout. T'es sûr? Non, on n'a pas besoin. C'est ici qu'on a besoin, alors. Ouais, c'est ici qu'on a besoin de la size. Ok. Donc, l'XOR, ça n'existe pas sur les booléens, donc on fait juste un différent, qui est exactement la même chose. Et, on retourne notre output. Alors là, en fait, on a lu que un point, on a dit qu'on les lisait 2 par 2, donc on va aller lire le même
mais à la position colonne -1. Ensuite, bah là, on a fait... Là, on est monté, là, on a fait Là, ça. on est monté. Hop. Donc, on va descendre maintenant. Donc là, hop, on décale de 2. Et maintenant, on descend. Donc, ligne 32, ici. Ouais, il a fait du multicurseur. Ah oui. Et donc ici, on va de 0 et on va jusqu'à 16-1. Et on fait plus. Voilà, dans notre boucle principale qui fait -2 sur les colonnes de chaque fois, en fait, on fait à chaque fois une montée et une redescente. C'est plus simple. On répète ça à chaque fois, la montée et la redescente. Et on a une toute petite subtilité qui se produit qu'une seule fois dans toute la lecture du QR code, c'est qu'on a la colonne 6 qui contient la version verticale. Donc si c'est égal à 6, si la colonne est égale à 6, alors là, on refait un petit col -, donc on redécale d'une colonne. On va pas faire un continue parce qu'on a besoin quand même de toutes les boucles. On ignore, on décale. Donc là, normalement, tout va bien et ça marche. Hein. Moi, ça me semble pas mal. Vas-y, fais le test. Franchement, si ça marche tout de suite, là... C'est que tu as bien préparé. Là, plus haut. Plus haut. Plus haut. Ça me plaît pas du tout quand tu dis plus haut. Là, 40. Ah bah ça marche. Alors oui, bah je peux vous montrer que c'est cassé peut-être, mais là on n'a pas le temps. Non, on n'a plus le temps. Voilà, on n'a plus le temps. Si, je montre que c'est Par cassé. contre, on peut l'exécuter en live pour voir. Je fais ça là, hop, là c'est cassé. Voilà. Bah, c'est cassé. Alors tu veux qu'on l'exécute en live? Ouais. Hop, donc on l'exécute en live. Et voilà. Bon bah. Et on a 567 bits qui ont été extraits. Donc là, on n'est pas sur le même code que celui qu'il y a dans les slides. Ça, c'est une version 3, il y en a un peu plus. Et ça donne les premiers, on ne va pas les lister tous. Là, ça dit pas grand-chose. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a derrière un code avec juste la version et le format qu'on était censé utiliser avant, mais qu'on a oublié pour illustrer les versions et le format. Et en fait, si celui-là, on le passe, hop, ça marche. On a dans notre résultat, on voit false true, une alternance parfaite, parce qu'en fait, là c'est le masque 2 qui a été utilisé, donc le fameux ligne verticale, et donc en fait on fait que blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, une fois qu'on a appliqué notre masque. Et une fois qu'on est sur la redescente, c'est du blanc, 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 et donc on voit qu'on n'a que des falses à la fin. Donc ça a l'air de correspondre. Alors, on revient ici. Et il est 11h30. C'est parfait. Non, 3 minutes de retard. Tu vas te faire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie qui reste en suspens? Oui. La question, c'est comment on choisit le masque. Ben ça, c'est au bon vouloir de l'encodeur. Pour moi, il y a un moyen très simple de faire, c'est on va parcourir notre code de droite à gauche, puis de haut en bas, et compter le nombre d'alternances de couleurs, et on prend celui qui maximise. Moi, je ferai un truc tout simple comme ça. Après, c'est pas optimal évidemment, mais ça, c'est une façon de faire. Mais à l'encodage, tous les masques sont valides. Les 8 sont valides. Il n'y a pas un masque qui est fixé pour un ensemble de données. J'ai pas bien compris l'intérêt du masque. C'est pour l'intérêt du masque. Ouais. C'est pour maximiser l'alternance blanc-noir, pour éviter d'avoir des gros pâtés de blanc qui peuvent perdre le lecteur, le lecteur automatique, parce qu'en fait. Le lecteur peut se recalibrer à chaque fois qu'il y a une alternance. Nous, on ne fait pas du tout. Dans la façon dont on a procédé, on ne fait pas du tout de recalibrage, mais on pourrait imaginer un truc qui, dès qu'il voit un seuil blanc-noir, se réaligne en disant « Ah là, c'est un changement de case ». En particulier, quand il y a des déformations, que le papier est un peu plié et tout, bah, ça peut être intéressant de se recalibrer le plus régulièrement possible. Parce que nous, on ne fait pas du tout, c'est pour ça que ça ne marche pas, et qu'un QR code de votre téléphone est capable de lire le grand QR code version 34 de tout à l'heure, même quand le papier est un peu plié et que la lumière est un peu pourrie, quoi. Parce qu'il se recalibre aussi sur la lumière, et ainsi de suite, quoi. Donc là, on va repartir sur une grosse partie, on va essayer d'aller un peu vite parce qu'on n'a plus trop le temps, mais là, ça va être un peu rigolo, donc j'ai envie de parler un petit peu, donc de correction d'erreur. Oui. Alors... Déjà, je voudrais insister un peu sur la différence entre la correction d'erreur et les checksums.
Souvent, donc sur les cryptogrammes de carte bleue, compte bancaire, ou tout simplement Numéro de dans sécu. certains protocoles, voilà, numéro de sécu, on a des checksums à la fin, ou tout simplement un bit de signe. Donc ça permet de détecter une erreur, mais ça ne permet pas de la corriger. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est un bit de signe? C'est simplement là, par exemple, j'ai 7 octets à envoyer. Je compte le nombre de 1. Si le nombre de 1 est pair, je rajoute un 0 à la fin. Si c'est impair, je rajoute un 1. Et donc ça me donne un entier à 8 bits. Ça me donne un 8 bits à la réception. Là, il y en a 9. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc à la réception, si par exemple là, mon 0, le troisième 0, a switché en 1, je suis capable de détecter qu'il y a eu une erreur. Alors ça, c'est assez intéressant, mais je suis pas capable de savoir lequel de mes bits a changé une fois que j'ai reçu mon message. Et donc je vais pas pouvoir le corriger, parce que ça peut être n'importe lequel. Et donc c'est le même problème pour les cryptogrammes. Je peux savoir que c'est invalide, mais je peux pas savoir qu'est-ce qu'il faut corriger. Ça reste utile si on sait exactement quel bit on a perdu. Parce que dans ce cas-là, comme on a tous les autres, on peut corriger. C'est ce qui est utilisé par exemple sur les duplications de disques, par exemple RAID 5, je ne sais pas si vous connaissez, où on va faire grosso modo un XOR entre deux disques, ce qui fait que quel que soit le disque qui crame, on est capable de le restaurer à partir du contenu des autres disques. Et ça, c'est parce qu'on sait lequel on a perdu. Si on ne sait pas lequel on a perdu, on va avoir besoin de beaucoup plus d'informations. Alors pour vous donner une petite indice de la quantité d'informations qu'on a besoin pour corriger les erreurs, imaginons qu'on veuille transmettre un bit avec une erreur possible. Bon, ça clairement c'est pas possible si on n'envoie qu'un seul bit. Parce que si notre bit n'est pas corrompu, on va lire la valeur. Si le bit a switché, on va pas savoir si le bit a changé ou pas. Alors on peut essayer d'envoyer deux bits. On envoie deux fois le même bit, donc 0, 0 pour envoyer un 0, 1, 1 pour envoyer un 1. Et là encore c'est pas suffisant. Parce que si on a un seul bit qui change, on peut se retrouver, donc on se retrouve dans les deux cas du milieu, et en fait c'est ambigu. On ne sait pas si on est parti de 0, 0 et qu'il y a un 1 qui est apparu, ou si on est parti de 1, 1 et qu'il y a un 0 qui est apparu. Donc en fait, pour envoyer un bit, si on s'autorise à un bit d'erreur dans tout le message, il nous faut minimum 3 bits. Donc 0, 0, 0, qui va encoder pour 0, qui va envoyer qui peut changer sur chacun des trois versions. Et de la même façon, si on a 2 1, on sait qu'on venait de 3 1 initialement. Alors je vous laisse faire ce genre de même schéma. Si on veut envoyer un bit avec 2 erreurs possibles, dans ce cas-là, il va nous falloir 5 bits. Donc une façon de se convaincre un petit peu du nombre maximal de messages qu'on peut envoyer, c'est que si on part de n bits, donc si on part avec une erreur par exemple, si on part de n bits, on peut envoyer 2 puissance n messages possibles. Qui sont un 0 pour chaque valeur, et on a n plus une mutation pour chaque message. C'est-à-dire que soit le message est transmis sans aucune erreur, soit on a autorisé une erreur qui peut arriver sur chacun des n bits, ce qui fait n bits transformés plus celui qui n'est pas modifié. Donc, théoriquement, et cette limite théorique, vous allez voir qu'on ne peut pas forcément toujours l'atteindre, on peut transmettre 2 puissance n sur n plus 1 messages différents, ce qui, après, il faut refaire un log pour avoir le nombre de bits qu'on arrive à envoyer. Donc avec 3 bits, on a vu, on peut envoyer 2 messages différents, ça fait 1 bit d'information. Avec 4 bits, on peut envoyer 3,2 messages, donc en termes de bits, ça fait toujours entre 1 et 2 bits. Avec 5 bits, on va pouvoir envoyer, avec 5 bits de messages, on va pouvoir envoyer 2 bits d'information. Avec 6 bits de messages, on va pouvoir envoyer 3 bits. Et avec 7 bits, là, c'est intéressant, parce qu'avec 7 bits de messages, on peut envoyer 4 bits d'information et on retombe sur un résultat rond de bits. Donc ça, on optimise l'espace. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu, vous donner un peu une idée, donc avec 5 bits, comment on peut essayer quel message on va pouvoir envoyer. Donc là, j'ai une représentation de tous mes entiers à 5 bits. Alors vous voyez qu'ils ne sont pas triés par ordre alphabétique ou par ordre croissant. C'est une représentation où, ici, chaque voisin d'une case a un bit de différence avec son voisin. Donc vous pouvez regarder tout ça pour vous en convaincre. Et donc ça vaut dans le tableau de gauche. Et dans le tableau de droite, on est un voisin de la même case dans le tableau de gauche. Il faut imaginer que sud-droite est juste derrière sud-gauche. Voilà, ils sont superposés, il faut imaginer. Donc par exemple, si je veux envoyer 0, donc 0, 0, puisque là je vais envoyer 2 bits, on peut dire que je vais partir du message avec les 5 0. Donc là, on voit que les voisins du coin, ça récupère de l'autre côté, ou bien c'est dans le tableau à côté, à la même case.
Donc là, on a notre tableau 00 et en plus clair, toutes les mutations possibles de ce truc-là. Et donc maintenant, il faut trouver un endroit où, quand on va mettre notre deuxième message, on n'a pas d'ambiguïté si jamais il y a un bit qui change. Donc il ne faut pas que ce soit un voisin des cases claires. Parce que sinon, quand on a un bit qui change, on pourrait se retrouver sur une case qui est déjà affectée, on ne sait pas d'où on vient. Donc on peut prendre par exemple celui-là. Celui-là qui n'a pas de voisin en commun. Et donc on dit que cette case-là va servir à encoder 0,1. Après on peut en prendre un autre. On peut prendre par exemple celui-là. Donc là vous voyez à chaque fois... ah tiens, il y a un bloc à sauter mais ça marche quand même. Ouais, voilà, il reviendra après. Donc là, pareil le jaune, donc on le voit de l'autre côté dans le tableau. On peut dire que donc ce message de 5 bits permet d'encoder 1, 0, et puis on peut prendre celui-là qui nous reste disponible. Le bleu est réapparu. Et donc on voit que les messages qu'on envoie n'ont potentiellement aucune relation avec les bits d'information qu'on a envoyés. Ici 00 ça va, c'est à peu près à voir, mais ensuite les autres ont rien à voir avec ce qu'on veut envoyer. La propriété qu'on veut assurer, c'est juste que la distance entre deux messages qu'on envoie est suffisamment grande, de façon à ce que si jamais il y a des bits qui changent, eh ben on risque pas de collisionner avec un endroit d'où on vient. Alors, si j'avais été plus malin ici, j'aurais pu prendre par exemple cette répartition-là, et on avait une propriété intéressante, c'était que le préfixe, donc les 2 premiers bits du message que j'envoie, correspondent aux 2 premiers bits d'information. Donc ça, c'est en étant un peu plus malin, c'est pas forcément toujours possible. Vous voyez ici que j'envoie 4 messages, il me reste des cases blanches. Potentiellement, on se dirait, peut-être on peut en envoyer un 5e, mais en fait, les cases blanches sont toutes voisines de cases déjà existantes, donc c'est difficile de trouver une case, de trouver un encodage qui va nous permettre d'envoyer le 5e message. A priori, on peut pas. Et d'ailleurs, je vous le dis, on peut pas. Donc on voit que dans le code correcteur, on a 3 paramètres. On a le nombre de bits qu'on cherche à transmettre, donc le nombre de bits d'information. On a le nombre de bits d'erreur qu'on s'autorise. Et on a la taille totale du message. Et attention, c'est pas une somme entre les deux. On a vu, par exemple, quand il y avait 1 bit de message, 1 bit d'erreur, eh ben, il nous faut 3 bits pour tout encoder. Donc on a 2 bits de correction d'erreur. Pareil, quand on a 2 erreurs, quand on veut transmettre 2 bits avec une erreur, il nous faut 5 bits. Et puis on a vu le cas 427, c'est marrant parce que ça retombe sur nos pas. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une sensation de compréhension des codes correcteurs d'erreur. Nous, on va utiliser donc l'algorithme de Reed-Solomon, donc qui a une propriété intéressante, c'est que tout le préfixe, donc comme je vous ai montré, tout le préfixe, c'est le message en clair. Donc ça déjà, quand on code des petits QR codes comme ça, on peut déjà faire toute la lecture qu'on a fait, et en lisant la chaîne de caractères qu'on obtient en clair, eh ben on a le message en clair. Donc en fait, cette étape pourrait être totalement optionnelle. Et d'ailleurs, dans la plupart des ressources que vous allez trouver pour vulgariser le décodage des QR codes, les gens vont passer sous silence la correction d'erreur. Parce que c'est un peu compliqué. Voilà, exactement. Et tout le message est décodé d'un seul bloc. C'est-à-dire qu'en fait, on prend tous nos bits verts, là, qui sont le message en clair, tous les bits violets, qui sont la correction d'erreur, on colle tout ça ensemble, on passe tout ça à l'algo, et ça nous renvoie la réponse. Donc ici, on a rappelé un petit peu les niveaux de correction d'erreur. Donc les niveaux de correction d'erreur vont déterminer la taille de la partie en violet. Sachant que, vous voyez, par exemple, en low, c'est 7%, ça ne veut pas dire 7% sont des bits de correction d'erreur. Ça veut dire on autorise 7% des bits à changer de valeur pour que le message reste décodable au final. Donc là, dans l'exemple, on est sur un niveau de qualité M et une version 2. Donc ça correspond à 44 octets de messages, 44 octets au total et 28 de messages, donc 16 octets, donc 16 fois 8 bits de correction d'erreur. Donc on peut corriger à peu près 30 bits qui switch, ce qui correspond à un pouce qu'on aurait mis dans l'image à un endroit quelque part. C'est un rectangle de 6 par 5, donc vous voyez, c'est pas énorme, hein, c'est une petite zone centrale par rapport au truc. Ce qui est marrant avec ce système-là, c'est que vous avez déjà vu des QR codes avec des logos au milieu. J'imagine, vous savez qu'on peut générer ça. Moi, je me suis toujours dit, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on évite cette zone-là quand on fait notre cheminement. En fait, non, pas du tout. C'est juste qu'on va mettre un niveau de correction d'erreur plus élevé pour pouvoir se passer de ces bits centraux,
parce que la correction d'erreur va permettre de les rattraper. Donc là, on pourrait mettre un petit logo dans un rectangle de 5 par 5 avec un super capteur qui détecte bien les formes, on arriverait à retomber sur nos pattes. C'est tout l'intérêt de la correction d'erreur. Donc quand vous avez des logos, pensez à ça. Ça marche grâce à la correction d'erreur. Oui. C'est pour ça que même si on est loin, si c'est un peu privé, ça marche parce qu'il y a les corrections d'erreur. Voilà, et donc là, dans le cadre d'une image un peu dégradée, effectivement, c'est ça qui nous permet aussi de retomber sur nos pattes. D'ailleurs, sur la correction d'erreur, j'ai entendu parler aussi de gens qui s'amusent à faire des dessins dans le QR code avec les pixels. C'est pareil, ils s'appuient un peu sur la correction d'erreur. Donc, là, je voulais vous expliquer rapidement, alors sans rentrer dans les maths, le décodage par l'algorithme de Reed-Solomon. Mais grosso modo, il y a 5 étapes. Premièrement, on va calculer un ensemble de petites équations qu'on appelle les syndromes, qui vont nous permettre, à partir de là, de déterminer le nombre d'erreurs, puis l'emplacement des erreurs, puis la valeur des erreurs, de façon à corriger tout le message. Donc, je passe très rapidement. On vous a mis une ressource ici, si vous êtes vraiment très intéressé. C'est des mathématiques bien velues. C'est quand même présenté pour être pour les devs, mais c'est velu. Voilà, c'est costaud. C'est costaud. Bon, allez, on va l'implémenter cet algo. Est-ce qu'on le fait quand même, parce qu'il reste 14 minutes? Ouais, on le fait. Ah, ok. Hop. Alors qu'on a tout fait, quoi. Ouais, mais on va y arriver. Alors, je décode mon message. La première chose à faire, c'est donc de corriger les erreurs. Hop. Donc là, on va pas recoder l'algo, on va utiliser une lib qui fait ça très bien, qui prend en paramètre le message sous forme d'un tableau d'entier. Donc c'est un tableau d'octets, mais qui chaque octet étant représenté par un entier. Donc on va le générer plus tard. Le nombre de symboles d'erreur, donc de symboles de bits qui servent à la correction d'erreur, et l'emplacement des erreurs. Alors ça, c'est au cas où je les connais à l'avance. Typiquement, peut-être pour un logo, justement, je sais que la zone centrale ne sert à rien. Peut-être je pourrais m'en servir. Moi, dans mon cas, j'en sais rien, donc je le mets pas. Ça veut dire que je serais capable de rattraper moins d'erreurs, mais c'est pas grave, je serais quand même capable de faire des choses. Et ce truc-là, on va l'appeler corrected. Voilà. Mon early return, si j'ai une erreur, je dis que je n'ai pas su faire. Donc j'ai pas de message, donc d'ailleurs c'est nil. Hop. Correct errors avec l'erreur originale qui pourra nous aider. Il est où le pourcent? Il est là. Voilà. Alors, allons-y. Tac. Pourquoi il râle là? Il retourne 3 valeurs. Oui, parce qu'en fait, il retourne aussi une troisième valeur qui ne sert à rien. J'ai pas content? Oui, j'ai pas content, c'est vrai. Ben, content, en fait, c'est juste une conversion des bits. Alors ça, on l'a écrit. Ouais, on a un gros tableau qui définit tout. C'est un helper parce que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est grosso modo le nombre de bits en fonction donc de la version, donc la taille du code, et du niveau de correction d'erreur. Et ça, c'est défini en dur, c'est des constantes. Pourquoi il veut une longueur avant? Ah oui, il veut la longueur du message. Alors la longueur du message, en fait c'est pareil. On va aller la chercher. Donc ça, on a un truc qui est ici, une énorme énumération qui nous dit que dans notre cas à nous, version 3, correction d'erreur M, j'ai un bloc, parce qu'en fait je peux avoir des blocs entrelacés ici par exemple, j'ai des blocs entrelacés, de 70 octets, dont 44 sont utilisés pour le message. Donc on va aller juste récupérer ça, data, voilà, plus bloc, blocks, 2 points égal. Tac, je lui passe la version, et là on va dire que si jamais j'ai trop de blocs,
pas assez d'ailleurs. Ou que le nombre de blocs dans mon bloc, dans ma description, tac. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est essentiellement technique. Si c'est pas 1, ça je sais pas faire. Donc je return 1000. Je dis que ce sont des données entrelacées, interleaved code not supported. C'est pour des gros codes ou avec des grosses corrections d'erreur, on va se retrouver avec des blocs entrelacés. Je ne rentre pas dans le détail, c'est assez pénible à faire. Ça ne nous intéresse pas. Donc du coup, là, la longueur. Celle qui m'intéressait, en fait, c'est juste... Je suis arrivé dans le premier élément, et c'est le total block bytes. Voilà, donc là j'ai pu traduire mon contenu, et je vais mettre mon nombre de caractères ECC, c'est du coup la longueur, moins le nombre de blocs de contenu, ici. Et je pense, à la fin, ben, la même chose, en fait, il faut que je bits corrected, il faut que je le reconvertisse. Donc là, c'est du inslice to bits. Ce que font ces fonctions, c'est qu'elles font juste de la lecture bit à bit pour me créer mes entiers. Hein. Il n'y a rien de magique derrière. Et voilà. Ok. Ouais, c'est parce que là, t'avais mis des underscore quelque part. Ils sont où? Ils sont là. Alors, est-ce que ça marche? Ben, je sais pas, on va voir. Bon, déjà, on va faire un truc un peu violent, on va masquer le code. Une grande partie Déjà, du on code. pourrait voir que ça marche sans... Voilà. Ouais. Donc là, il arrive à détecter le code, mais il me dit, j'ai pas réussi à décoder, il y a trop d'erreurs. Ouais, bah c'est normal, j'ai tout masqué. Donc on va le mettre... Ah, tiens, c'est intéressant ça. Hop, on va mettre en grand, juste... Voilà. Hop, et là il me dit, pas de souci, j'ai pu avancer et j'ai récupéré les infos. Donc ça, c'est que la correction d'erreur a fonctionné. J'ai eu un code qui était soit suffisamment propre pour que ça passe, soit même avec 0 erreur du tout. On ne va pas faire trop d'exemples parce qu'on n'a pas le temps. On va revenir à nos moutons. Voilà. Donc on va expliquer la dernière partie. Donc là, on a nos bits qui sont propres. Et donc il ne nous reste plus qu'à savoir comment on détecte, comment on récupère un message à partir de ça. Donc là, encore un petit élément de structure, le mode. Le mode, c'est les 4 petits carrés qui sont tout en bas à droite. Donc à chaque fois, il n'y en a que un qui est noir et les 3 autres sont blancs. Et ça nous donne le mode, donc ça nous donne le type de données qui est dans le QR code. Donc on en a 4. On a numérique, quand c'est juste un nombre. Alphanumérique. Donc alphanumérique, c'est de la base 45. Ça veut dire que c'est juste les chiffres et les majuscules. On a les octets, ce qui est tout le temps utilisé, quasiment, puisque c'est ce qui permet d'avoir les anti-slash pour les URL. Et les kanji, je vous donne, évidemment, on ne l'utilise pas si souvent que ça par chez nous. Et on ne le gère pas. Et on ne le gère pas, nous. Je ne sais pas si d'ailleurs, en 6 minutes, on va le gérer. Et ensuite, on a un bloc de longueur qui nous détermine la longueur du message, puisqu'en fait, si j'ai une URL, eh ben, ça ne va pas forcément prendre, même sur le plus petit code en version 2, ça ne va pas forcément prendre toute la taille des zones vertes. Donc on donne la longueur du message pour dire après on s'arrête, c'est que du bourrage, c'est des bits qui servent à rien, inutile d'aller les lire. Concrètement, là d'ailleurs on peut le voir, hein, c'est illustré, ma zone verte, vous voyez il y a un petit délimiteur un peu plus foncé ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, ça c'est mon dernier octet de données, de réel du message. Ensuite j'ai 4 bits blancs qui servent à réaligner sur des octets parce que j'avais 4 bits au début, et ensuite c'est des octets de bourrage, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, jusqu'à arriver à la fin de la zone de données. Donc, et à la fin, on a du bourrage aussi, parce que il nous reste quelques bits blancs, parce que la correction d'erreur, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Celui-là, on va le récupérer tel quel. Donc, vas-y. Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse le dernier. Voilà, on skip tout, on récupère le message. Voilà, on va essayer donc, de faire ça. On applique notre encodage. Donc là, on a de l'octet, comme vous avez probablement.
Et du coup, on va simplement aller récupérer le message à partir donc du coup de la lecture de nos blocs. Alors, allons-y. Le problème, c'est que ça nous a réinitialisé les paramètres, peut-être, mais bon. Voilà. Alors, donc, on va décoder notre message. Tac. C'était dans la détection, je crois qu'on avait changé la luminosité. Hein. Ah oui. Mais je crois que ça marche de base. Hein. Parce qu'on avait testé avec les paramètres par défaut, juste avant. Je vais le remettre à 3. Je crois qu'on l'avait mis à 300. Je vais quand même le. Hop, ça va. On va blinder un peu le truc. Et donc là, on est. Je sais plus où. Dans le décode. Dans le décode. Voilà. Bon, on va lire notre message. Donc, déjà, on va faire un truc très simple. Hein, dire que si jamais le mode, c'est pas byte, je sais pas faire. Voilà. Alors, retourne une erreur, Toto. Là. C'est trop long d'écrire des vraies erreurs. Ah, c'est trop long d'écrire des vraies erreurs. Not supported. Voilà. Avec une typo. Avec une typo. Comme ça fait plus vrai. Bon, et puis maintenant, on va itérer. Donc, on va démarrer au premier caractère. On va aller jusqu'à la longueur du message. Hop, Keylinks. Et je vais utiliser un superbe helper qui est celui-là. Je prends mes bits. Donc ça, c'est le nombre de caractères. Donc un caractère qui est encodé sur un octet, donc sur 8 bits. Donc je vais me trimballer un indice aussi, i. Je crois que tu ne lui mets pas ce i, mais en fait, moi, il va me simplifier la tâche. Hop. Voilà, donc où est-ce que j'en suis exactement dans mon tableau de bits? Donc c'est le nombre de caractères lus fois 8. Et je vais commencer à lire à i jusqu'à i plus 8. Et ce truc-là, je le convertis en nombre. Et ce nombre, je le convertis en octet. Donc byte, c'est octet en Go. Et en anglais aussi. Et en anglais. C'est vrai, ça. Et je vais avoir besoin de stocker ce truc-là dans un message. Donc, habituellement, on utilise des buffers pour construire des messages comme ça. Et donc là, je vais mettre dans mon buffer un petit byte qui est mon caractère. Voilà. Ça s'arrête quand ça s'arrête. Et quand on a fini de lire, à la fin de la longueur, donc quand j'ai mon bon nombre de caractères, je retourne la chaîne. Alors il n'est pas content parce que c'est sûrement un uint ici. Lui il dit quoi? Il dit pareil. Hop. Et lui il dit bits. C'est pas bits qui s'appelle, c'est contents. Ok. Hop. Alors est-ce que ça marche? Non. Alors, que note 0 commentaire. Ah oui. Très bien. Ok, hop. Voyons voir. On remarque que non, on ne va pas le mettre en grand parce que sinon vous n'allez rien voir. C'est sur terminal. Non, comme ça, c'est plus. Ouais, ok. Tada! Et voilà. Attends. Juste quand même. On n'a plus le temps. Si, on attend. Oh, je l'ai eu. Voilà. Donc rapidement, petit récapitulatif. Donc bon, là, on n'a vraiment plus le temps. Ça, c'est toutes les zones dont on a parlé. Voilà, c'est le truc à retenir, c'est ça, quoi. C'est les différentes zones. Et donc, on vous a mis ici sur ce slide terminal. Donc, en haut à gauche, vous avez le GitHub pour récupérer toutes les informations. Et en bas à droite, vous avez l'open feedback du Brestcamp. On est très très preneur de retour, même si vous avez pu interagir avec nous. D'autant que on va pas vraiment avoir le temps de prendre des questions, puisqu'il reste 1 minute ici. Donc n'hésitez pas à flasher l'open feedback et à nous dire cette partie-là c'est trop long, cette partie-là c'est trop court.
Vous n'avez pas besoin d'être... En fait, on envisage de le reproposer peut-être dans d'autres formats, gentil, parce que le format à 2 heures, il est assez atypique. Et sur une conférence, il faudra couper des bouts. Donc la question, c'est est-ce qu'on coupe le début, est-ce qu'on coupe le live coding? Enfin voilà. Qu'est-ce qui vous a... Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, comment vous voyez les choses. Nous, ça nous permettra de bien faire avancer le sujet. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Puis on ne se vexera pas. Hein. Si vous nous dites partie 3, c'est nul. On préfère le savoir et ne plus la faire que de continuer à la faire alors que c'est nul. Voilà. Voilà. Et on n'a plus de temps pour des questions, mais on aura tous les deux des t-shirts orange à partir de cet après-midi. Et donc vous pourrez venir nous voir tout au long des 3 jours avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.